j'en profite aussi pour vous dire, pour pouvoir commencer, que le livre de Roger Daviau, ici je vais vous présenter dans un instant, La démocratie au travail, la SAPO, c'est quelque chose que beaucoup, et j'ignorais aussi, hein, bon, nous ignorons, j'ai très heureux de découvrir cette institution, oui, la SAPO, nous parlerons évidemment, bien est en vente, et mise en vente par la librairie du Labyrinthe, qui est notre partenaire habituel, comme vous le savez, puisque son nom apparaît en tête de nos invitations. Alors, bien, je peux maintenant, je crois, commencer. Le caméraman est prêt. Bon. Alors, nous avons le plaisir ce soir de recevoir M. Roger Daviau. Bien. Alors, M. Roger Daviau, vous avez été, parce que je crois que maintenant vous êtes aussi comme moi à la retraite, n'est-ce pas? Vous avez été conseiller et accompagnateur pour la création d'entreprises. Vous êtes aussi, d'ailleurs, vous avez été gérant, vous l'êtes encore d'ailleurs, gérant de coopérative. Donc vous avez effectivement une longue expérience. Et c'est au cours de cette expérience, puisque j'ai lu votre ouvrage, que vous avez été amené à réfléchir sur les statuts des entreprises, bien, d'un point de vue bien sûr à la fois historique, législatif, juridique, social et aussi, j'insiste, politique, puisqu'il y a quand même toute cette dimension qui est sous-jacente, n'est-ce pas, au SAPO. Bien. Et notamment, bien sûr, avec une idée que vous avez en tête, c'est la démocratisation, le fonctionnement des entreprises et une réflexion sur leur fonctionnement afin de les rendre à la fois plus justes, une justice qui apparaît plusieurs fois dans votre livre, et aussi peut-être plus efficace peut-être on en discutera, en limitant peut-être les conflits sociaux. Alors, c'est dans le cadre de cette réflexion que vous avez redécouvert une loi qui date de 1917, donc c'est quelque chose qui a plus d'un siècle, 1917, qui est aussi appelée la loi Aristide-Briand, puisque c'est lui qui est l'un des promoteurs de cette loi. Vous savez qu'Aristide-Briand est quand même celui aussi qui est un des auteurs de la loi de laïcité, ce n'était pas n'importe qui. Eh bien, et cette loi de 1917 définit le statut de ce qu'on appelle, on va vous en parler après, hein, de la SAPO, c'est-à-dire Société Anonyme à Participation Ouvrière. Et c'est cette loi que vous parlez tout à l'heure de militantisme, que vous souhaitez faire connaître bien, et même, plus connaître, faire revivre. Bon. Alors, c'est cet objectif que vous êtes donné en écrivant le livre dont j'ai parlé ici, n'est-ce pas, bien, qui relate votre expérience et votre réflexion, pas seulement une expérience, mais aussi c'est tout un travail de réflexion, eh bien, la démocratie au travail, la SAPO, c'est-à-dire la Société Anonyme à Participation Ouvrière. Alors, votre intention ce soir, et bien sûr vous êtes venu pour cela, c'est de nous faire connaître les tenants, les aboutissants, et bien sûr pour présupposer tout ce qui est en jeu à travers la SAPO. Bon, ça, je vais vous laisser. Je pourrais d'ailleurs, comme maintenant je pourrais presque en rester là, mais je me permets quand même d'ajouter quelques mots. Hein. Alors, d'abord, il ne me semble pas anodin de signaler que ce livre, bien qui est édité donc par les éditions Repas, est dans une collection qui s'appelle Pratique utopique. Pratique utopique, il y a le mot utopie qui apparaît, hein. Pratique utopique, c'est un oxymore pratiquement, hein, puisque pratique et utopie, vous savez, traditionnellement s'opposent. Or ici, justement, c'est l'une de vos idées, je crois, c'est de dépasser cette idée que l'utopie ne serait qu'une fantasmagorie. Bien, vous m'avez cité tout à l'heure Victor Hugo qui dit que les utopies sont les réalités de demain. C'est la vérité de demain, je l'ai cité tout à l'heure. Bien. Alors, il est d'ailleurs aussi, me semble-t-il, remarquable, par la lecture de votre livre, que vous situiez ce projet, bon, qui est le vôtre ici, hein, d'étendre cette notion de SAPO dans le cadre de ce qu'on appelle le mouvement coopératif, eh bien, vous situez ce projet dans le prolongement d'un courant de pensée qui date du XIXe siècle, que l'on regroupe souvent d'ailleurs sous le nom de socialisme utopique ou des réformateurs utopiques. Alors,
je peux lire d'ailleurs d'une manière significative un passage de votre livre dans lequel vous affirmez, je pense, pour en discuter après, qu'il n'y a rien à inventer, mais sûrement un effort de mémoire à faire pour piocher dans les acquis que nous ont laissés nos prédécesseurs. Bien, vous voyez ici, nos prédécesseurs, qui sont ces prédécesseurs? Alors, vous citez Philippe Buchet, il est important de citer son nom, puisque c'est à lui qu'on attribue l'invention de la formule des coopératives ouvrières de production. Philippe Buchet est quand même né en, je crois, fait mémoire, 1696, je crois qu'il est mort vers 1850, par là, bien, bon, et qui est, c'est assez remarquable aussi, parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle tout un courant du catholicisme social. Je viens de dire, parce que c'est vrai que ça réapparaîtra, vous verrez. Parmi également les autres prédécesseurs, on peut citer bien sûr Cabet, Cabet qui est celui qui a fait le voyage en Icari, mon livre qui a eu aussi un très très grand succès. On peut parler aussi de Fourier, le fourriérisme avec le phalanstère, bien entendu. Bien. Alors, il faut signaler que ces penseurs ici n'ont pas été seulement des théoriciens, parce que leur conception, eh bien, furent souvent suivies d'expériences, les fameuses pratiques utopiques. Bien. Alors, on peut citer évidemment les expérimentations de Cabet aux États-Unis. Bon, il a fait des espèces de pas des phalanstères, c'est pas comme ça que ça s'appelait, hein. Bien. Mais en gros, des entreprises un peu sous mode coopératif. Il y a Owen en Angleterre, et plus proche géographiquement de nous, bien entendu, on ne peut pas éviter de noter Godin, de signaler Godin et le Familistère. De même, vous citez aussi Léon Armel, là ce n'est plus en laine, mais c'est dans le Val, c'est dans la Marne, c'est la fameuse expérience du Val de Bois, bien. Et d'ailleurs, on dit de Léon Armel, hein, qui fut le fils spirituel, vous le rappelez, de Léon XIII, bien que vous savez, le pape a voulu réconcilier la République avec le catholicisme, pardon, avec la République, et qui a développé tout ce qu'on appelle le catholicisme social. Et on dit ici qu'il fut l'un des inspirateurs de la CFTC, bien, qui est créée en 1919, bien, et on pourrait peut-être aller un peu plus loin de la CFTT, du moins le premier esprit de la CFTT, vous savez, avec l'autogestion, etc. Il y a sans doute une filiation, je ne sais pas exactement, on peut, je crois, faire ça. Alors, plus près de nous, alors là, très très près de nous, enfin très très près, il y a quand même une certaine distance, hein, mais historiquement quand même, vous citez également le général de Gaulle, bon, et son attachement à la participation. C'est l'un des thèmes, effectivement, du général de Gaulle, bien, qui a défendu la participation après-guerre, dès l'après-guerre, mais vous savez sans doute aussi qu'en 1969, lors du référendum, il y avait dans les termes du référendum, il y avait bien sûr l'accord à la participation. Et même, je sais qu'il a souvent dit, hein, bien, on lui attribue en tout cas cela, que si le référendum n'a pas eu un avis favorable, c'est peut-être qu'il y avait aussi ce terme de participation, ce qui montre bien une résistance, hein, dont vous parlerez sans doute, hein, cette résistance à ce du gaullisme. Je parle de résistance ici au mouvement, enfin à la SAPO et au mouvement, en gros, des coopératives. Bien. Alors, il peut paraître étrange, bien entendu, ici, placé sur un même plan, bien, le socialisme, le mouvement anarchiste, puisque j'ai parlé tout à l'heure de ce mouvement du XIXe siècle, qui sont rattachés, bien, au mouvement libertaire, l'associationnisme, etc., et le général de Gaulle. Bon, le général de Gaulle, et ça peut être étrange. Il y a cependant un point commun. Il y a un point commun. Le point commun, c'est qu'au cœur de toutes ces théories et expériences, il y a l'ambition de mettre un terme à l'opposition entre le capital et le travail. Soit en dépassant, ça c'est le mouvement, bien entendu, plutôt anarchiste, libertaire, etc., associationniste, hein, bien, qui était très fort en France à la fin du XIXe siècle, on oublie. Hein. La CGT était plutôt anarcho-syndicaliste, hein, bien. Bon, et puis, soit, bien sûr, par leur réconciliation. Ça, c'était plutôt la vision du général de Gaulle. La réconciliation entre le capital et le travail. Peut-être une question, réconciliation, dépassement, je ne sais pas si nous pourrons aller jusque-là. Donc,
À partir de là, bien sûr, on peut se poser quelques questions. Vous voyez, elles sont presque déjà posées, quelques questions. Le capitalisme peut-il être réformé de l'intérieur? Puisqu'après tout, c'est cela ici, bien. Et question qu'on peut supposer même une première, a-t-il besoin d'être réformé? Bon, après tout, on peut être partisan aussi du fameux Tina de Margaret Thatcher, qui dit, n'est-ce pas, il n'y a pas d'alternative, il reste no alternative. Bon, alors, et puis bien entendu, parler de réforme, c'est un peu se situer aussi, j'ai parlé tout à l'heure, réforme, ou bien effectivement dépassement, etc. Donc ici, il y a peut-être toutes ces questions qui sont aussi derrière. Bien sûr, peut-être une présentation qui peut être d'abord informative et assez technique, hein, il le faut, ce que c'est que la SAPO, il le faut, mais je crois que derrière ça, ça peut être l'objet ensuite d'un débat. Voilà, je laisse maintenant la parole à donc, notre invité. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors, vous avez peut-être l'impression que l'amphithéâtre n'est pas plein, mais sur le thème de la SAPO, dépasser 30 personnes, c'est un bain de foule. On a fait alors, je vais me présenter très rapidement, mais nous avons fait en 2021 la première conférence de l'histoire de la SAPO, qui est née donc en 1917. Nous étions hébergés au siège commune national du Crédit Coop, qui n'est pas le plus gros réseau bancaire de France, hein, mais enfin quand même. Et nous avons mobilisé 35 personnes. Sur Nanterre, c'est vous dire. Donc là, ce soir, on doit égaler le chiffre de la conférence nationale, donc c'est très rare. Souvent j'interviens devant des groupes de 7-8, voire moins, et ça, on commence à se rapprocher petit à petit de la quinzaine de temps en temps. Donc je suis content de voir 30 personnes ce soir. Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai été gérant de 2 coopératives, SCOP, dont une CAE, Coopérative d'Activité et d'Emploi. Donc si ici je vous cite Grands Ensembles de mémoire, qui étaient mes collègues de l'époque, la coopérative Grands Ensembles, qui permet à des gens de développer une activité sans avoir la démarche de l'auto-entrepreneuriat, puisqu'ils se regroupent au sein d'une coopérative. Donc j'ai géré une usine à gaz de cet ordre-là sur la région parisienne. Et dans ce cadre, j'ai été amené à faire une formation au CNAM, dont mon prof en 2008, dont mon prof de CNAM avait écrit un bouquin dans la même collection des éditions Repas, donc un bouquin sur Godin, père de l'économie sociale, et je me suis intéressé au bouquin, je l'ai lu, puis je suis allé feuilleter vite fait le catalogue des livres de la collection Repas, et je suis tombé complètement par accident sur une pratique utopique réelle, puisque une SAPO qui existe en France depuis 1988 dans la Creuse, qui s'appelle Ambiance Bois. Pour ceux ou celles qui ont entendu parler de Pizarrerie, ils ont peut-être entendu parler d'Ambiance Bois, donc qui s'est créé en 1988 dans la Creuse sous forme de SAPO. Et donc un des fondateurs d'Ambiance Bois a écrit un bouquin sur la saga qu'ils avaient vécu eux pour lancer Ambiance Bois et pour mettre en place cette forme juridique. Alors ils ont fait écarquiller les yeux à tout le monde. Hein. Une SAPO, en 88, il devait y en avoir une dizaine en France, sur le papier, parce qu'en fonctionnement réel, peut-être la moitié, ce qui est encore à peu près le cas actuellement. Et donc quand ils ont créé Ambiance Bois, ils ont un peu levé un certain nombre d'obstacles, et ils ont donc, un des fondateurs a écrit un bouquin qui était dans la collection Repas. Moi ça a aiguisé ma curiosité, parce qu'à l'époque, j'étais conférencier sur les modèles coopératifs, et dans le mois de l'ESS, dont vous avez peut-être entendu parler, le mois de novembre, donc je prenais parfois 5 à 6 fois la parole entre les Yvelines et le Val d'Oise, parce qu'à l'époque, les coopératives dont je m'occupais étaient basées sur ces départements-là. Et donc, j'intervenais pour parler des coopératives, la coopérative de travail, la coopérative SCOP et SIC, mais aussi coopérative de consommation, coopérative commerciale et coopérative artisanale. Donc je m'étais renseigné, je m'étais beaucoup documenté, je m'étais formé sur ces questions-là. Et puis là, je m'aperçois au passage qu'il y avait une forme que je ne connaissais pas, qui était passée à travers ma raquette. Alors ça l'a fouté un peu mal. Donc je me suis dit, j'ai quand même un peu me renseigner sur la SAPO, et là, j'ai fait une découverte géniale. J'ai énormément lu là-dessus, alors énormément lire sur la SAPO, ça va vite, parce qu'au total, j'ai trouvé 10 documents qui en parlaient. Donc il y a eu très peu de littérature dessus, et ça expliquera, je y reviendrai peut-être, mais ça explique le fait que ça ne se soit pas beaucoup répandu. Et puis, donc j'ai continué à travailler. En 2017, c'était le centenaire de la loi, la revue d'économie mutualiste et associative et coopérative, la RECMA, revue universitaire,
Le rédacteur en chef était mon prof du CNAM, il m'a demandé de rédiger un article pour le centenaire, voilà. Donc j'ai fait ça. Ça a été un effort, hein, parce que moi je suis autodidacte à la base, et rédiger un article universitaire, j'ai eu besoin d'aide à la fin pour la mise en forme finale. L'article est sorti, il a fait un petit peu le buzz dans le microcosme des 50 personnes en France qui s'intéressent à la SAPO. Peut-être que maintenant il y en a 200, je suis content. Et puis à la suite de ça, donc, il y a eu la conférence de 2021, et entre-temps j'ai rencontré un expert comptable qui a travaillé sur une SAPO que tout le monde connaît, dont je vais reparler tout à l'heure. Et on s'est rencontrés, on a discuté, il m'a dit, écoutez, avec le boulot de bénédictin que vous avez fait sur les textes, vous ne pensez pas faire un bouquin? Bah, toujours pas universitaire, j'ai lu un livre, déjà un article, j'avais su 100 EO là-dessus, donc je me disais un bouquin c'était encore l'étape au-dessus. Et puis finalement, en réfléchissant, je me dis, bah, si j'ai trouvé plein de qualités à cette forme juridique, moi j'étais content des formes coopératives que je gérais, mais enfin je trouvais plein de qualités à la SAPO. Ayant été conseiller création et développement d'entreprise pendant 24 ans, je me disais, bah, ça peut peut-être servir dans certaines configurations, donc pourquoi garder ça chez moi, dans mes archives et tout ça. Donc effectivement, un peu titillé par mon entourage, j'ai travaillé sur ce bouquin, que j'ai pu présenter à l'éditeur. Alors je tenais que ce soit le même éditeur, parce que ça a du sens. Les éditions Repas, c'est un éditeur qui a une très très bonne collection sur des expérimentations pratiques actuelles. Donc je tenais absolument ce que ça passe aux éditions Repas. Je ne suis pas tout à fait dans la ligne éditoriale des expérimentations pratiques, mais bon, ils ont accepté le projet. Au bout de 9 mois d'échanges multiples et variés avec eux, on a pu sortir un document sur lequel on était tombé d'accord et qu'on a fait paraître en mai dernier. Voilà un peu pour le parcours. Donc évidemment, je vais parler maintenant de la SAPO, vous présenter un peu ce que c'est, parce que je pense que c'est ça le principal. Et puis, pour revenir à ce que vous disiez, en effet, les interactions sur quelques questions sur le positionnement politique sur ces choses-là. Après, je serai ouvert à toutes vos questions. Je vais profiter du fait que vous soyez nombreux, parce que ça nourrit la réflexion, ces échanges de questions. Quand on est 3, des fois c'est un peu trop calme. Donc voilà, on s'embarque pour un quart d'heure, 20 minutes de présentation de la SAPO, peut-être un petit peu plus, et puis après un temps de questions. Alors je vais sortir de là déjà. Je vais passer très vite là-dessus, parce que ça c'est... Voilà. Donc la législation française s'est notée le 26 avril 1917 de la loi sur la SAPO, appelée loi Briand, alors parce que Aristide Briand, c'était sous son ministère que le projet de loi a été mis dans les discussions parlementaires. Maintenant, Briand venait de se faire débarquer en mars 1917 pour être remplacé par Clémenceau à la présidence du Conseil. Donc quand la SAPO a été votée, il n'était plus président du Conseil. Mais il l'avait tellement inspiré, lui et son courant de pensée, la démocratie sociale avait tellement inspiré le montage de la SAPO. Alors, si vous entendez parler de la loi Chéron, c'est la même chose, puisque le ministre du Travail, c'est Henri Chéron qui a présenté le projet de loi une première fois en 1913. En 1914, la France, fin d'année, s'est fait occuper un peu par autre chose, donc il est revenu à la charge en 1915, et ça a été voté dans une espèce d'euphorie générale en avril 1917, sans véritable d'ailleurs débat parlementaire comme le notaient les rapporteurs de l'époque. Elle apportait 2 innovations fulgurantes pour l'époque. La création d'actions de travail qui représente une valorisation de l'apport travail de tout l'effectif salarié. Et c'est bien de tout l'effectif salarié. C'est-à-dire que dès qu'on est salarié dans une SAPO avec 1 an d'ancienneté, on fait partie du collectif de travail qui est sur le schéma, là, qui correspond à une coopérative interne de main-d'œuvre, qui n'a pas d'existence elle-même juridique, elle n'est pas inscrite au RCS, cette coopérative, c'est une espèce de seconde peau à l'intérieur de la société. Tout l'effectif, c'est une indivision. Finalement, c'est une indivision de travail, c'est une indivision avant l'heure de la loi sur l'indivision, puisque la loi sur l'indivision date de 1976. Donc c'est la première forme de non-division entre salariés qui sont propriétaires collectifs des actions de travail qui sont notées dans les statuts. À côté des actions financières. Alors tout à l'heure, vous me posiez la question en préambule, savoir comment on valorise ça. C'est pas infaisable d'un point de vue comptable. Maintenant, ça s'est quasiment jamais fait dans l'histoire, puisque dans la grosse trentaine de SAPO que j'ai repéré entre 30 et 40 dans l'histoire au total, depuis 1917, on n'a pas eu plus de 40. Il n'y en a eu qu'une qui a mis une valeur nominale aux actions de travail. Une seule dans l'histoire. À ma connaissance, alors il y en a peut-être eu l'autre, mais moi, dans ce que j'ai trouvé, j'en ai trouvé qu'une.
Donc savoir comment valoriser ça, c'est une question qui deviendrait plutôt actuelle, là maintenant, qu'on n'a pas pratiqué jusque-là, mais qui deviendrait plutôt actuelle. Et la propriété collective de ces actions de travail ouvre deux sortes de droits aux salariés. Un premier droit à percevoir comme tout actionnaire une part des dividendes, quand il y a décision d'en distribuer. Et un deuxième droit, et qui n'était pas le moindre, un droit d'expression dans les organes de décision de l'entreprise. C'est-à-dire que les salariés, le collectif de salariés, élit des représentants qui siègent au conseil d'administration avec des vrais droits de vote et qui siègent à l'Assemblée générale avec des vrais droits de vote. 1917, France principalement agricole et développement de l'industrie avec les coûts d'investissement de l'époque, mécanisation, première électrification des ateliers, etc., etc. On peut se douter, et avec une main-d'œuvre qui était très peu scolarisée, on peut se douter que les bourgeois qui avaient mis plusieurs centaines de milliers de francs, voire millions de francs dans une usine, quand on leur a proposé une loi ouvrant la parole à leurs salariés très peu scolarisés, ils ne se sont pas remis dessus. Donc il y a eu une très forte opposition du patronat français, mis en tête d'abord la CCI de Paris. Alors la CCI de Paris, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, à l'époque, quand elle clamait quelque chose, la France entière écoutait. Donc la CCI de Paris a sorti un rapport incendiaire sur le SAPO. Et ben, forcément, le reste de la mentalité patronale a suivi. Et puis les syndicats y ont vu, alors peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent les syndicats jaunes. Pierre Vietri et tout ça. On sortait un peu de ces années-là. Donc les syndicats à la commande du patronat, puisque généralement ces syndicats, c'était le patron qui disait à un ou deux de ses plus dociles en disant toi tu veux monter un syndicat et tu revendiqueras ce que je te demanderai de revendiquer. Donc c'était un peu les syndicats jaunes. Moi j'étais syndicaliste dans les années 80, on parlait encore des jaunes. Nos collègues syndicalistes qui signaient un peu trop vite les accords, on dit ah bah lui c'est un jaune. Donc voilà, on sortait de la grosse époque des jaunes dans ces années-là, donc la CGT y a vu de la collaboration de classe, donc méfiance. Méfiance qui se retrouve actuellement dans les quelques projets de SAPO qu'on peut voir passer, de transformation d'entreprise en SAPO, les salariés sont assez réticents à avancer sur ces questions-là. Donc voilà, donc ça n'a pas connu un succès fou, je vais revenir là-dessus. Alors pour mieux situer la SAPO, souvent ce que je propose c'est de la mettre en correspondance avec sa cousine la plus proche qui est la SCOP. Donc dans une SCOP, société coopérative et participative, alors on a coutume de dire société coopérative ouvrière de production, mais ça fait une bonne quinzaine d'années que la CG SCOP se bat pour que l'acronyme veuille dire société coopérative et participative. Et dans une SCOP, pour devenir associé, il faut déposer un apport financier. Chaque salarié peut devenir associé. Alors, il y a plusieurs modèles de statut de SCOP. Maintenant, la loi de 2014 a un peu poussé les choses dans ce sens-là. Mais maintenant, généralement, on propose quand même, enfin c'est un peu systématique de proposer aux salariés de devenir associés. On acquiert les droits de vote aux assemblées générales avec le principe un salarié égale un vote. Et un des salariés associés est élu dirigeant. Un ou plusieurs, puisque moi, dans une des coopératives, j'étais gérant seul. Après, on est passé en co-gérance, et dans l'autre, j'étais gérant seul longtemps, et on est passé en tri-gérance. Dans une SAPO, on crée donc, comme vous l'avez vu sur le schéma d'avant, une coopérative de main-d'œuvre en interne, donc cette espèce d'indivision entre salariés. Les salariés sont tous membres de cette indivision, de cette coopérative de main-d'œuvre après un an d'ancienneté. Il n'y a pas besoin d'apport financier pour devenir associé, donc, parce que la SAPO est la seule forme juridique qui actuellement valorise l'apport travail, les compétences, le talent, tout ce que peuvent apporter les salariés, et cela d'un point de vue collectif. Si vous connaissez l'apport en industrie, c'est un apport en industrie collectif. On va faire court au niveau juridique parce qu'il peut y avoir deux, trois... Et voilà, c'est un peu ça. Et ils élisent leurs représentants avec le principe coopératif, un salarié égale un vote. Alors ça peut se temporiser ça avec, par exemple, le temps de travail. Si on a qui sont à temps partiel, ils peuvent avoir un vote minoré. Ça peut aussi se caler sur la loi de base, prévoit aussi que ça puisse se caler sur le salaire. Moi, dans ce que j'ai vu, les SAPO, ça ne se pratique pas, ça. Et tant mieux. Comment valoriser l'apport travail? Ça a toujours été une question. Ça l'est moins si c'est une transformation de société qui existe déjà. Anecdote, la dernière SAPO en date est une transformation de SA en SAPO, l'été dernier. Donc là, l'apport travail des salariés, on voit quoi, on connaît leurs résultats, on connaît la richesse et la valeur qu'ils développent dans l'entreprise, on connaît
tout ce qu'ils peuvent apporter à la santé de l'entreprise, etc. Donc pour valoriser ça, c'est pas trop compliqué. La création ex nihilo, c'est un peu plus... il faut chercher un peu plus. Pardon. Alors selon les mêmes principes que ce que je disais tout à l'heure sur l'apport en industrie, on peut tout à fait valoriser un apport de travail. À la création, même si c'est plus compliqué à la création, on peut quand même valoriser un apport de travail. Je pense particulièrement aux sociétés d'ingénierie conseil. L'apport de travail, c'est quand même la grosse valeur de l'entreprise. Souvent, les investissements matériels d'une entreprise d'ingénierie conseil, c'est peanuts. Donc c'est plutôt l'apport de travail qui fait le gros de la valeur de l'entreprise. Quel pourcentage attribué au par travail? Là, tout dépend des intentions des fondateurs. Alors si c'est un groupe de fondateurs qui veut monter une entreprise participative, une entreprise démocratique, ils ont le choix entre créer une société coopérative d'intérêt collectif, classique, ils ont le choix de créer une SCOP, qu'on vient de citer, mais ils peuvent aussi créer une SAPO, pour qu'ils la connaissent. Pour l'instant, c'est pas encore au catalogue, mais quand ça sera, voilà, ils auront le choix entre les trois solutions. Et dans le cadre d'une SAPO, quel contrôle veulent-ils sur l'entreprise? Et là, autant dans une SCOP, il y a une obligation d'avoir le contrôle par les salariés. Les salariés doivent avoir 51% des actions, du capital, mais aussi, avec ces 51% du capital, ils ont 65% du droit de vote. Dans une SAPO, les salariés peuvent avoir 10%. Donc, en fonction du rapport entre le nombre d'actions de travail et le nombre d'actions de capital, alors c'est un peu bizarre ça, ce passage de la loi. Alors on était en 1917, les lois étaient beaucoup plus fines que maintenant, beaucoup moins épaisses en texte. Il y a un passage du texte qui pose un peu de problème d'un point de vue technique, mais enfin en gros c'est le rapport entre les actions de travail et les actions de capital qui détermine le ratio de droits des salariés. Donc si on crée 100 actions de capital et 50 actions de travail, les salariés auraient 50% des droits. Alors qu'au total, il y a 150%, il y a 150 actions. 100 de capital, 50 de travail, avec 50 actions. Le commun des mortels va me dire ils ont 33% des droits. Et la loi est un petit peu compliquée, il y a un passage qui pose problème, là, et qui dit que non, c'est le ratio du nombre d'actions de travail sur le nombre d'actions de capital qui génère le pourcentage de droits des salariés. Donc s'il y a 50 actions de travail pour 100 actions de capital, ça fait 50%. Ça va poser des problèmes de jurisprudence, là, ça développe. Donc il faut savoir qu'il y a une loi travail qui est en discussion. On est en train de travailler, nous, avec le délégué interministériel sur ces questions-là. On est en train de lui faire des propositions d'affinage du texte pour corriger ce problème-là. Jusqu'à 25% en tout cas de droit de vote, je dirais que c'est de la participation simple. En gros, c'est un droit de regard des salariés sur ce que fait l'entreprise, c'est un droit de communication des éléments de l'entreprise. Il y a une représentation des salariés au conseil d'administration et à l'Assemblée générale. Enfin, vous savez peut-être que dans l'actionnariat salarié actuel, quand les salariés ont 8 ou 10% de droit de vote, on leur file un strapontin et puis on leur donne juste le droit de regarder. Le droit d'expression n'est pas encore tout à fait là. Donc 25%, ça peut à la limite être ça. En fonction du pourcentage, s'il dépasse ce qu'on appelle la minorité de blocage à l'Assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire 34%, en fonction de droits de vote comme ça, les salariés peuvent commencer à peser sérieusement sur l'orientation de l'entreprise. Et puis tout dépend de la ventilation du reste du capital. La dernière SAPO constituée, les salariés ont 10% de droits de vote. Je n'ai pas eu le temps d'aller éplucher avec eux leur situation exacte, mais il se peut qu'avec leurs 10%, les salariés soient le deuxième plus gros actionnaire de l'entreprise. Donc c'est un actionnaire qui va commencer à peser dans les prises de décision. Évidemment, au-dessus de 50%, on bascule pour le coup, et là vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le cadre de l'autogestion. Et actuellement, j'en ai rencontré deux, moi, des SAPO qui fonctionnent en autogestion. Les salariés ont 50% plus un pouillème de droit de vote, puisqu'ils ont quelques actions de capital à côté. Et donc, ils fonctionnent comme des entreprises autogestionnaires qu'on a pu connaître dans les années 70. Le cas le plus mémorable, c'est Elite en France. Et puis, les salariés de Louvain, les salariés du nettoyage de l'université de Louvain, si vous avez vu ce film Balai libéré, comment ça s'appelle ce film Donc voilà, il y a eu quelques cas d'entreprises autogestionnaires en France. Plus de 50% des droits de vote des salariés d'une SAPO sont dans une posture d'autogestion. Alors quand on parle de cogestion à l'allemande, et je repense tout à l'heure à un
économiste très connu en France qui en parle souvent, Thomas Piketty. Notre système de cogestion à la française, ça pourrait être ça quand même. Donc, c'est peut-être pas la peine de mettre des jumelles pour regarder de l'autre côté du Rhin, mais peut-être ce qu'il faut de ce côté-ci. Donc, sauf que le principal handicap de la SAPO, c'est que c'est passé sous silence. Elle était à peine née qu'elle était déjà étouffée. Je vais revenir sur cet aspect-là. La variété des solutions est infinie dans une SAPO, c'est-à-dire qu'on peut donner 2% des droits de vote aux salariés, on peut leur donner 98% en bricolant un peu les statuts, on peut leur donner presque la totalité. Donc on a tout un tas de configurations. Alors, si vous avez entendu parler de l'ESOP américain, Employer Stock Ownership Plan, c'est un système qui fonctionne depuis presque 50 ans, 74. Aux États-Unis, c'est un système qui a été développé aux États-Unis. Dans le droit anglo-saxon, ils ont le système du trust, qu'on n'a pas en France, alors je ne connais pas, je n'ai pas fouillé sur le trust, mais ils ont le système du trust qui permet de séparer les salariés et les investissements des salariés. Les salariés n'investissent pas finalement dans l'entreprise, ils se groupent dans un trust, le trust récupère les cotisations sociales, etc. pour les salariés, et c'est le trust qui investit dans le rachat de l'entreprise. Mais le trust est contrôlé par les salariés. Donc les salariés contrôlent le trust, et le trust, à un moment, il a assez d'argent pour acheter les actions de la société. Donc ça a été un système qui a été mis en place aux États-Unis pour que les salariés rachètent leurs entreprises sans prendre de risques financiers, puisque celui qui contracte un emprunt s'il y a besoin, c'est le trust. Donc vous voyez, il y a un intermédiaire entre les salariés et l'entreprise, c'est le trust qui rachète l'entreprise et les salariés contrôlent le trust. Et la SAPO, avec sa coopérative de main-d'œuvre, les salariés mettent pas 1 euro, et la coopérative de main-d'œuvre, si elle acquiert la majorité des droits de vote par les actions de travail, elle contrôle la société. Donc ça ressemble un petit peu. Le OT britannique, donc, qui est l'équivalent de l'ESOP américain, qui lui fonctionne plutôt depuis le début des années 2000 et qui actuellement génère à peu près une transmission d'entreprise par jour. Et des PME d'une moyenne, alors ça c'est l'Office européen de la participation qui a ces chiffres-là, ça génère donc une transmission à peu près par jour ouvrable, et c'est des entreprises de moyenne 80-90 salariés. Donc ça marche très fort actuellement en Angleterre, et alors en France, on se dit qu'est-ce qu'on a, moi j'ai tendance à penser, on a la SAPO. Donc il y a une expérimentation européenne actuellement qui se fait en Slovénie. Et il y a eu une séance de travail en septembre dans une école supérieure du commerce à Paris sur ces questions-là. Et on a mis la SAPO au milieu du débat. Alors pourquoi la SAPO est passée en dessous de tous les radars? L'idée d'action de travail avait été dans un premier temps promue par les syndicats journaux. Donc ça a généré des doutes chez les autres. Ensuite, donc la CGT voyait une collaboration de classe. La CCI de Paris, le rapport Pascalis, j'en ai parlé tout à l'heure, donc elle est montée vent debout face à la SAPO. Il parlait d'inhibition intolérable des salariés dans les organes de décision. Le salarié, il écoute et il obéit, il suit les consignes. Le salarié qui s'exprime, il agace. Bon, ça doit être encore vrai, ça. Donc le salarié, c'est un exécutant, point barre. Et alors ce qui est quand même fou, c'est que dans les boîtes d'ingénierie, j'en parlais tout à l'heure, on fait quand même passer des batteries de tests. Moi j'ai un copain, il a eu 13 tests successifs pour se faire embaucher. Avec des journées entières de jeux de rôle, avec 3 consultants sur le dos et d'éplucher toutes les questions et tout ça. Et à la fin, donc, il est directeur de site. Mais pour les décisions stratégiques concernant son site au sein du groupe, on l'invitera en rendez-vous, mais on lui dira, toi t'écoutes. Vous voyez, on a essayé de le recruter sur tout un tas de critères de test pour vérifier qu'il avait le niveau d'intelligence pour être opérationnel sur son site, donc pour prendre toutes les bonnes décisions opérationnelles. Mais quand on va passer aux décisions stratégiques, toi tu t'assois et t'écoutes. C'est malin, moi je m'arrêterai avant les 13 visites, je gagnerai du temps. Donc, mais on est dans ce monde-là, voilà. Donc c'est encore un peu ça, le salarié, il est fait pour écouter, pour s'asseoir et pour obéir. La méfiance naturelle aussi des salariés. Un certain nombre des premières SAPO, dans les premières années, on se sont arrêtés, ont quitté le statut parce que les salariés se méfiaient et ne voulaient pas finalement de ce truc-là, en disant non, nous, chacun son rôle, le patron c'est de son côté et de l'autre. Bon, voilà. Ça se vérifie encore, j'ai eu un projet qui n'a pas été très loin.
parce que malheureusement, l'entrepreneur, je lui ai dit, ne commencez pas par en parler aux salariés, travaillons sur le tissu autour, je vais rencontrer votre banquier, si vous voulez, votre expert comptable, enfin, on va faire un travail de labourage avant d'en parler aux salariés. Ben, il a fallu que la première semaine qui suivait, il en parle à ses salariés, ben, c'était un râteau. C'est refus catégorique, ces salariés n'ont pas voulu le suivre dans la démarche. Je n'ai pas été étonné. Et puis, il y a eu peu de support. Donc les politiques eux-mêmes n'y croyaient qu'à moitié. C'est de Rouvroy, qui est donc un professeur de droit qui a présenté sa thèse en 1926. Il dénombrait 18 sapos, lui, à l'époque, et il citait l'anecdote que Paul Doumer, qui avait participé aux sessions de vote de la SAPO en février, en avril 1917, Paul Doumer allait déclamer à la tribune du Sénat en septembre 1919, donc 2 ans et demi après. Il était question de passer les mines sous contrôle, sous régie d'État, il était question de les passer en forme participative, donc de créer un système participatif avec les salariés. Et Paul Doumer déclare à la tribune, il serait quand même temps que notre pays se dote d'une loi sur la participation. 2 ans et demi, il avait voté ça quand même. Donc elle a été très vite oubliée par les politiques qui l'ont votée. Elle a été votée dans un espèce de climat d'euphorie de fin de guerre. En 1917, on parlait déjà d'une fin de guerre qui se profilait, on ne savait pas encore qui avait gagné, mais on parlait plusieurs journaux faisaient état d'une fin de guerre qui se profilait, et donc il y avait une espèce d'euphorie, vous savez, on ne va pas faire après comme avant, puisque les années avant-guerre avaient été des années assez compliquées au niveau social, il y avait eu beaucoup de grands mouvements sociaux avant la Première Guerre, donc on était dans la logique, là une fois le traumatisme de la guerre passée, on ne va pas faire après comme avant. On a entendu ça il y a 4 ans. Hein. Ça revient. Hein. À la fin de la Deuxième Guerre, c'était le leitmotiv, c'était la réforme de l'entreprise. Il y a eu 5 rapports de bouquins, enfin, c'était la réforme de l'entreprise. Là, à la fin de la Première Guerre, c'était, voilà, on va reconstruire, mais on faisait autrement. La Chambre consulaire des associations ouvrières de production, l'ancien de la CGSCOP, n'a pas beaucoup compris le principe de la SAPO. Alors, ils l'ont quand même encensé, ils ont quand même dit du bien, mais ils ont dit oui, c'est pas pour nous. Ce qui est un peu dommage. Parce que finalement, ils seraient accaparés ces formes-là, ils l'auraient mises à leur catalogue. Je pense que la SAPO aurait connu un autre avenir. Le principal théoricien de l'action de travail est mort à la guerre. Lui, comme 1 400 000 jeunes hommes, quelques femmes, mais quand même principalement des hommes. Donc on s'est retrouvé après-guerre, ça c'est Vallon, Louis Vallon, tout à l'heure vous parliez de De Gaulle. De Gaulle, il avait quand même derrière lui des socialistes. Hein. Il avait Vallon, il avait Capitan, il avait Loiseau, Briguier et un certain nombre d'autres. Et le Vallon disait que lui, il avait vécu dans les années 30, il rédigeait pour plusieurs journaux, et il disait qu'on souffrait à l'époque d'une vieillocratie en France. Hein, les jeunes étaient morts à la guerre, mais ceux qui étaient là étaient les plus rétrogrades, quoi, ceux qui étaient restés en poste, même s'ils n'étaient pas tous âgés, ils étaient déjà vieux. Comme disait Mounier, le vieux de l'école. Mais voilà, donc on s'est retrouvé avec une vieillocratie dans les années 20-30. Il y a eu la grippe espagnole, il y a eu aussi les mouvements en Allemagne, hein, les mouvements sociaux, des mouvements politiques assez forts. Quand en novembre 1918, sur la cathédrale de Strasbourg, le drapeau rouge a été hissé, le guidame moyen, un peu peureux des changements, a pris peur. Hein. Donc quelque chose qui pouvait paraître comme une révolution de l'entreprise, un chambardement de l'entreprise, n'a pas vraiment été accepté. Il y a eu tout ça qui rentre en ligne de compte. Et puis trop peu de littérature. Il y a une thèse de droit de Jean Granier donc en 1910, qui est une thèse de droit énorme sur les questions de l'action de travail, qui fait vraiment, c'est le principe de l'indivision avant l'heure. Il y a un bouquin d'Étienne Antonelli en 1912, qui est un peu la bible de la préparation de la loi de 1917. Il y a 2 bouquins, un en 1919 et un en 1920, de 2 juristes. Il y a une thèse de droit opposée à la SAPO en 1922, mais alors l'anecdote, elle est rachitique, elle est bourrée de fautes et elle se base sur la nature, uniquement sur l'histoire de la nature des actions, complètement un truc technique. Moi, pour les pouvoir tout lu, j'ai senti la thèse qui avait été faite plus ou moins à la commande. Quoi. Enfin, on a demandé à un juriste de dire désinguer ce truc-là. Enfin, c'était très mal fait. Et puis la thèse un peu plus complète qui est celle de Rouvroy en 1926. Et après, le bouquin sur Ambiance Bois en 2007. Donc le dernier bouquin qui traite de façon généraliste la SAPO, puisque le bouquin de 2007, ça traite de la saga de la SAPO Ambiance Bois, ça traite donc de la saga d'une SAPO en particulier. Le dernier bouquin généraliste sur la SAPO avant le mien,
il a 104 ans. Il est de 1901. Donc dans ce long silence, la SAPO a été oubliée. Et pourtant, vous en connaissez tous une. C'est bon, quand ça discute un peu, je vais silencer avec ça. Vous avez tous connu une SAPO qui a été SAPO un peu accidentellement au moment d'un rachat. Elle a pris la forme juridique de sa cible pour défiscaliser un maximum de choses et surtout pouvoir permettre de faire la valorisation, l'indemnisation des salariés sur la valeur financière de la repreneuse. Normalement, ça aurait dû être l'inverse, c'est la société en bonne santé qui aurait dû reprendre l'autre. Et là, il aurait fallu indemniser les salariés de la première qui était une SAPO. Il aurait fallu les indemniser sur la valeur boursière de ces sociétés qui étaient en super bonne santé. Et là, ça aurait coûté une blinde. Donc, pour que ça ne coûte pas une blinde, on a fait une fusion inversée. C'est-à-dire que c'est la boîte la plus en mauvais état qui a racheté l'autre, qui est devenue une SAPO, et qui a indemnisé les salariés sur sa valeur à elle, qui est une valeur boursière qui était en écroulement total. Alors, je vais vous donner le nom. C'est une petite compagnie qui marche encore, qui balade quelques avions sur la planète, c'est Air France. Air France a été une SAPO de 92 à 94. Quand ils ont racheté TAI-UTA, qui elle était une SAPO depuis 1937. Et donc uniquement pour une histoire d'indemniser les salariés à un montant, ah oui, parce que les salariés, ils avaient les droits de vote, et ils touchaient une partie des dividendes chez TAI-UTA. Donc s'il avait fallu indemniser sur la valeur boursière de TAI-UTA, qui était grasse, ça aurait été un peu cher pour Air France. Ils ont préféré basculer le phénomène juridique sur Air France et indemniser les salariés sur la valorisation boursière de Air France, qui était beaucoup plus faible. Donc voilà, donc Air France a été SAPO 2 ans, à peu près 2 ans, et un décret quasiment sur mesure, de 3 articles, je crois, en 1994, a fait sortir Air France du statut SAPO, parce que la nouvelle direction n'avait pas envie de s'ennuyer avec les 7 ou 8% de droits de vote des salariés. Voilà. Et c'est l'expert comptable qui a fait ce boulot de valorisation, que j'ai rencontré à Paris en 2017 ou 2018, qui m'a suggéré de faire un bouquin. Voilà. Donc voilà un petit peu la saga de la SAPO. Donc, de la moitié des années 20 aux années... même pas encore, puisqu'on sait bien, vous êtes 30 sur bien à entendre parler de la SAPO, mais enfin on n'en entend pas beaucoup parler. Alors ça commence à bouger. Tout à l'heure ou hier, Eva Sass prenait la parole à l'Assemblée ou dans une commission en disant qu'il serait quand même intéressant de plus en plus que les salariés soient associés aux organes de décision des entreprises. Alors ce qui tombe bien, c'est qu'on a eu 2-3 échanges par mail avec Eva Sass. Ça fait 2-3 fois que je lui dis, bah oui, bah allons-y. On a une forme juridique sur l'étagère, il faut s'en servir. Il y a quand même notre délégué ministériel actuellement à l'économie sociale et solidaire, Maxime Baduel, qui s'intéresse très fortement au SAPO et qui va dire quand même dans des plénières où là pour le coup il y a 450-500 personnes au forum de l'ESS de Niort en fin janvier, qui va dire qu'il souhaiterait travailler à développer les SIC et les SAPO. Il n'a même pas parlé des scopes dans son truc, mais il a cité les SIC et les SAPO. Et il l'a cité 2-3 fois dans des interviews depuis. Donc voilà, ça avance. Le Crédit Coop s'intéresse à la question. Donc partout où je passe, généralement j'ai un bon contact avec les agences locales du Crédit Coop et on travaille bien ensemble. Et des réseaux d'accompagnement création d'entreprise commencent à s'intéresser à la SAPO pour une raison bien simple. Je vais peut-être passer un peu sur de l'actuel maintenant. Oui. C'est que dans le cadre de la transmission que je parlais tout à l'heure, les OP et les OT, la SAPO permettrait de transmettre des entreprises avec un peu d'antériorité sur la transmission effective. En quelques années avant la transmission, si le cédant, l'entrepreneur qui veut transmettre sa boîte et préférentiellement celui qui souhaite vraiment la transférer à ses salariés, pourrait transformer son entreprise en SAPO, déjà à partir de ce moment-là, il co-gérerait un certain nombre de choses avec ses salariés, puisque ses salariés participeraient à l'Assemblée Générale, participeraient au Conseil d'administration, donc ils apprendraient à travailler les questions stratégiques de l'entreprise. Ensuite, grâce à leur relation de travail, s'il y a distribution de dividendes, ils recevraient des dividendes. Et leur nombre d'actions de travail, s'ils ont par exemple déjà 25 ou 30% des droits de vote, ils ont déjà 25 ou 30% du contrôle de l'entreprise. Donc la question technique qui se pose actuellement, c'est que la loi, comme elle est faite en 1917, ne prévoyait pas que les dividendes des actions de travail puissent être épargnés.
Donc si les salariés prennent leurs dividendes tous les ans et ne montent pas par leurs épargnes à côté ou un FCPE font comme un placement de reprise d'entreprise, il y a un moment ou un autre, ils n'auront pas les moyens d'acheter des actions de capital à côté. Donc il faut travailler ces questions-là actuellement pour faire que la SAPO puisse être un outil complet de transmission d'entreprise aux salariés. Le principal problème, c'est que ce n'est pas encore dans la mentalité des dirigeants français, quoi, de penser à transférer à ses salariés. Encore une fois, on tombe sur le clivage, le salarié c'est le salarié. Quoi. Ça ne rentre pas dans l'idée tout de suite de penser qu'il puisse succéder. Donc il y a des choses à faire actuellement avec cette formule-là. Et le monde universitaire, alors tout à l'heure j'en citais quelques-uns, mais il y a quand même 4-5 universitaires actuellement qui suivent régulièrement mes élucubrations de publications LinkedIn et qui ont acheté le bouquin, et avec lesquels j'ai pu avoir des rencontres et des co-animations, et qui commencent à s'intéresser sérieusement à la question, donc peut-être que ça peut bouger. Et en tout cas, surtout, ça correspond plus à l'ère du temps, puisqu'on est quand même dans une économie principalement tertiarisée, avec des valeurs ajoutées de plus en plus incorporelles dans les entreprises. Et l'incorporel des entreprises, dans beaucoup de cas, c'est le savoir-faire, c'est la notoriété, auquel les salariés participent beaucoup. Donc ça mériterait peut-être le coup d'utiliser la SAPO pour enfin valoriser ça et dire aux salariés, non, mais une partie de la valeur de la boîte c'est vous, donc vous avez tant de pourcents du contrôle de l'entreprise, et puis apprendre à utiliser la totalité de l'intelligence d'une personne plutôt que de lui faire passer 13 entretiens et de le cantonner à de l'opérationnel. Donc voilà, ça peut correspondre à ce niveau-là. Alors la forme juridique ne fait pas tout. Faut pas croire, j'ai jamais, depuis que j'ai découvert la SAPO, donc j'étais gérant de Scope, je me suis dit, bon voilà, j'ai pas trouvé le truc miracle qui va tout solutionner. À côté de la forme juridique, il faut mettre des véritables pratiques de prise de décision démocratique dans l'entreprise. Donc ça peut favoriser une culture de la prise de décision collective, et ça, il existe des outils là-dessus. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de travailler avec la décision par consentement, des outils comme ça, qu'on peut travailler dans des collectifs et qui permettent vraiment une véritable expression partagée de tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer dans ces trucs-là, tout le monde doit s'exprimer d'ailleurs, parce qu'on fait vraiment circuler la parole chez tout le monde. Et celui qui n'a pas grand-chose à dire, il dira simplement moi j'ai pas plus de choses que ce qui s'est dit à dire, mais au moins voilà, on l'aura au moins questionné. Il y a des vrais outils de partage de la parole, il y a des vrais outils de gestion de la parole pour éviter de tomber dans les travers, parfois du monde associatif, régulièrement du monde associatif, parfois dans les coopératives. Je l'ai vécu dans les coopératives où vous avez 2-3 grands parleurs et puis les autres qui suivent. Quoi. Donc je crois que si on veut que la SAPO corresponde vraiment à tous les gens qui y travaillent, il faut vraiment mettre des outils à côté pour vraiment travailler le partage de la parole. Et les salariés sont non seulement partie prenante dans ce cas-là, mais ils sont partie constituante de l'entreprise. Et c'est ce qu'on peut voir dans les 4 initiatives de SAPO, dans les 4 expériences actuelles de SAPO que j'ai pu interviewer pour faire mon bouquin. J'entends les salariés qui disent nous quand ils parlent des décisions importantes de l'entreprise. J'entends le dirigeant de l'entreprise, alors qu'il a la majorité des parts de capital, avec ses fondateurs, dans l'échange que j'ai avec lui. À la deuxième phrase, il dit mais quand nous décidons quelque chose, quand nous décidons, quand j'étais gérant de coopérative, j'étais adhérent MEDEF. Faire un peu le grand écart, c'est bien. J'entendais des soirées entières des dirigeants d'entreprise parler de leur entreprise à la première personne. D'ailleurs, regardez le CNPF qui est devenu MEDEF, on identifie de plus en plus le dirigeant à l'entreprise. On dira l'entreprise c'est Madame Antel, c'est Monsieur Machin. Bon. Donc vous avez des dirigeants qui parlent à la première personne tout le temps. Enfin, les salariés ils sont où, ils existent. Bon. Donc moi quand j'entends dans des SAPO dire nous très vite par le dirigeant, très vite par l'équipe, et puis qui me parlent tous les deux séparément sans être concertés, d'un côté les salariés, du côté des dirigeants qui me parlent de confiance et de transparence, qui me disent on sait où va la boîte, on sait quand elle va bien, on sait quand elle coince un peu. C'est un peu une autre façon de voir les choses. Moi, j'ai bossé dans des boîtes où, quand j'allais télécharger les comptes de l'entreprise pour savoir combien de dividendes étaient pris sur notre dos, mes collègues me disaient mais t'as pas le droit d'aller voir les comptes. Bon, je me gênais, ils sont sur Infobref, ils sont sur Paper. Je voulais savoir pour qui je bosse. Hein. Donc quand j'avais un accélère qui me prenait 16 € par heure de boulot, comme à tous mes collègues, c'était dur de le savoir, surtout quand ils me disaient pour des rallonges, c'est pas possible. Voilà, donc
il faut quand même, pour pouvoir travailler correctement avec cette formule-là, et je pense aussi, je pourrais élargir le propos aux coopératives, il faut quand même former les salariés aux notions d'économie d'entreprise. C'est pas inné, c'est pas... Je crois qu'on est le seul pays d'Europe de l'Ouest qui n'a aucun tronc commun de formation à l'économie jusqu'au bac, sauf pour ceux qui font un bac éco, mais les autres, on n'a aucun tronc commun sur l'économie. Hein. Donc, je crois qu'on est un des rares pays d'Europe à être comme ça. Bon, il y a des vraies lacunes, je l'ai vu moi dans la création d'entreprise, des vraies lacunes en économie, en notion d'économie de base, avec une pédagogie adaptée évidemment, prendre le temps nécessaire d'information des acteurs de l'environnement, parce que quand on parle SAPO à des experts comptables qui ne connaissent pas, des avocats, je vous défie de trouver des avocats sur la place ici qui connaissent. Enfin voilà, moi, les premières fois que j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait SAPO, c'est qu'ils avaient lu une ou deux bricoles là-dessus dans mon article de 2017, mais voilà, c'est un petit monde. Je disais tout à l'heure un petit microcosme de 50 personnes, on a fait à peu près le tour. Maintenant on est un peu plus nombreux. Une fois que les premiers points sont réalisés, associer les plus vite possible les salariés à l'élaboration des choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller bricoler dans son labo, là-bas, au fond de son jardin, une SAPO, puis de dire après aux salariés « j'ai trouvé une idée géniale, vous allez me suivre ». Ça, c'est un peu le défaut qu'on peut reprocher actuellement aux entreprises qu'on appelle les entreprises libérées, où vous avez un penseur qui pense libérer les autres et que les autres suivent un petit peu les recommandations. Donc moi je pense qu'il faut, et ça a toujours été ma démarche dans le coopératif, quand j'étais gérant de coopérative, ça a été d'associer le plus vite possible l'équipe à l'élaboration des décisions, quand bien même c'est moi qui finissais de boucler les trucs, mais qui soit dans la construction, très vite. Et puis mettre en place des outils de partage de la parole, j'en ai cité un qui est la décision par consentement, pour former les salariés pour que les décisions, les assemblées de la coopérative de manœuvre qu'on a vu tout à l'heure, la petite poupée interne, soit pas des foires d'empoigne d'un grand parleur et d'autres qui se testent. Voilà, donc une fois que tout ça est en place, on a peut-être des choses à faire avec les SAPO. Alors actuellement, il y en a 10 en France, sans papier, parce qu'il y en a deux, j'arrive pas trop à les trouver. Tous les documents officiels montrent qu'ils sont des SAPO, mais j'arrive pas trop à mettre la main dessus par ailleurs. Deux à qui j'ai appris qu'ils étaient des SAPO, avec leurs documents officiels sous les, quand je les ai appelés, c'est des journaux, deux journaux du centre de la France qui sont des SAPO, mais qui ne fonctionnent plus comme ça. Ils ont toujours dans leur statut les représentants des salariés. Ils ont toujours. Deux autres, on n'a pas trop de nouvelles parce qu'elles battent un peu de l'aile, et puis 5 actuellement maintenant qui fonctionnent, une dont je n'ai pas trop de nouvelles, et 5 qui fonctionnent sous le cadre et vraiment avec les méthodes et les pratiques SAPO, etc. etc. J'ai à peu près fini. Je peux... Alors oui, rapidement sur la bibliographie, vous allez voir, c'est très vite fait. Voilà, voilà c'est tout ce qu'on trouve. Alors il y a eu un bouquin d'un juriste belge, parce qu'il y a eu un projet similaire en Belgique en 1914. Après, la Belgique a connu le même problème que nous en 1914, même peut-être un peu plus. Donc ils sont passés à autre chose. J'espère que j'ai été clair et complet et que ça va générer des questions. Bien. Je vous remercie. Non, ça marche pas. 1, 2, 3. Est-ce que ça marche là, oui? Si. Non. Les 5, c'est dans quel type d'activité? Les SAPO? Les 5 que vous avez clairement répertoriés, c'est dans quel type d'activité? Alors, il y a la plus grosse, c'est une entreprise du bâtiment qui est dans le sud, qui d'ailleurs historiquement est la première SAPO sous forme de SAS. Puisqu'en 2009, un mémoire d'expertise comptable a montré que c'était juridiquement possible sous forme de SAS. Donc en 2011, cette SAPO s'est créée à côté de Pau. Et actuellement, c'est 4 agences, Bordeaux, Biarritz, Toulouse, donc Pau, le siège, et puis la 4e, je ne sais plus où. Et c'est un peu plus de 70 personnes. Voilà. La deuxième, alors la plus ancienne, notre SAPO un peu emblème, c'est Ambiance Bois, qui est dans le Limousin, qui est une scierie raboterie,
qui travaillent sur du bois dans la filière bio, dans les filières responsables, etc. Eux, ils ont pris la formule SAPO parce que c'est ce qui leur permettait le plus d'avoir leur véhicule d'autogestion. Et eux, c'est depuis 1988 et ils sont 24 ou 25 salariés. Alors ça bouge, ils sont 22, 23, 24, 26, enfin ça bouge autour de ça. Donc Cyril Larboterie. La troisième, c'est une société de façonnage informatique qui travaille dans le monde du logiciel libre, qui se trouve à côté de Nantes. Ils sont 26 ou 27. La quatrième, c'est une société dans l'ingénierie du bâtiment qui se trouve à côté de Rennes, à Béton, ouais, l'ingénierie du bâtiment à Béton. Et là, pour le coup, la femme a créé seule, avec l'idée d'associer très vite ses salariés dès qu'elle en aurait, d'avoir des salariés embarqués avec elle dans l'aventure. Et là, maintenant, je l'ai vue en septembre, elle avait sa première salariée, qui arrivait à 1 an d'ancienneté, donc elle allait vraiment se mettre à fonctionner SAPO. Donc je me suis donné un peu le temps pour aller la revoir, pour voir un peu comment ça se passe, le fonctionnement SAPO avec sa salariée, si elle en a qu'une, parce qu'elle en a peut-être 2 maintenant. Et puis la dernière SAPO, c'est un organisme financier à Paris qui s'est transformé en SAPO en juillet dernier. Ils sont une douzaine de salariés dans l'ingénierie financière. Et les 2 SAPO, donc, qui ne savent pas quels sont des SAPO, c'est 2 journaux du centre de la France, qui s'étaient créés en forme de SAPO dans les années 50 pour protéger l'indépendance des journalistes. Ça serait peut-être une idée à relancer, ça, hein, dans certains groupes. Voilà. Ça marche. Exposé qui était, il faut dire, assez technique, et donc parfois, pour moi en tout cas, peut-être pas toujours très très facile à saisir exactement. Donc c'est l'occasion effectivement d'un débat. Donc si j'ai bien compris, bon, la SAPO bien sûr est une société, hein, et à l'intérieur de cette société, il y a donc la société coopérative des main-d'œuvre qui représente effectivement là les salariés. Les salariés qui sont un collectif. Et si j'ai bien compris, puisqu'il est question quand même de démocratie, donc de participation, hein, vous dites que la participation donc, des salariés est proportionnelle, c'est une proportion relative au rapport entre le capital, le capital financier en quelque sorte et ce qui constitue la société coopérative. Il y a effectivement, et vous dites même, ça peut aller jusqu'à la participation, peut aller, vous dites à ce moment, ça peut être 2 votes, 2 droits de vote, et ça peut aller jusqu'à 98. Et là, vous faites bien une gradation, hein. Vous parlez d'une participation qui est mineure jusqu'à la cogestion en parlant d'autogestion. Mais qui décide à un moment de la création? Qui décide de cela? Alors, ça a été un peu ce qui a été reproché, peut-être par le monde des scopes à l'époque, c'est que justement ça venait dans le bon vouloir et le côté un peu social paternaliste de certains patrons de l'époque qui voulaient faire un geste. Et il ne faut pas se leurrer, hein, dans la thèse de droit de 1926 que j'ai citée, les SAPO qui apparaissaient au comptage à l'époque dans les premières études, on laissait gentiment 20% des droits de vote, 25% maximum aux salariés. Alors le texte est un peu compliqué parce qu'il est sujet à l'interprétation. Le ratio, c'est nombre d'actions de travail sur nombre d'actions de capital. Donc si on crée 100 actions de capital et 25 actions de travail, ça fait 25%. C'est en pleine discussion ça, parce que les juristes ont tendance à dire bah non, 25 sur 125, ça fait pas 25%. Mais le texte est malheureusement mal construit comme ça à la base. Donc ça va être un chantier de cette année là, pour essayer de clarifier ça. Il y avait en 82, il y a eu une note ministérielle qui a recensé 11 SAPO en 1982. La note ministérielle recensait les SAPO avec 100% des droits de vote aux salariés. Alors je vois qu'une seule solution, c'est le cas d'une des SAPO actuelles, c'est que les salariés ont 50% d'actions de 50 actions de travail pour 100 actions de capital, sauf que les salariés sont tous propriétaires, copropriétaires des actions de capital à côté. Donc finalement, entre la propriété des actions de capital et les actions de travail, ils ont 100% de la vote. C'est le seul moyen qu'on peut avoir pour avoir 100% des actions de travail chez les salariés. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais bien, si vous pouviez développer sur le côté engageant de la SAPO pour mobiliser un peu les salariés pour qu'ils puissent s'autodéterminer. J'imagine que ça ne vient pas du jour au lendemain. Là, c'était beaucoup, je crois, des exemples du coup un peu descendants, paternalistes, comme vous dites,
Est-ce qu'il y a eu, du coup des flops par rapport à un manque d'engagement des salariés dans leur entreprise qui ne souhaitaient pas forcément participer du coup au vote et à la vie de l'entreprise, aux décisions? Alors, je l'ai très rapidement évoqué tout à l'heure, dans sa thèse de droit de 1926, de Rouvroy faisait un état des 18 SAPO qui avaient existé. Anecdote, il avait enquêté auprès du ministère du Travail à l'époque, il n'en avait dénombré que 11. Donc vous voyez, déjà le ministère ne savait même pas combien on en avait. Et moi, par mes recherches personnelles, j'en ai trouvé une 19e. Donc sur les 18 qu'il a dénombrés, de Rouvroy faisait état, alors je vais vous dire peut-être une ânerie au niveau du chiffre, parce que je n'ai pas appris les thèses de droit des autres par cœur. Je crois que c'est 3 ou 4 qui avaient déjà arrêté du fait des salariés, qui avaient quitté. Alors les entreprises étaient pour la majorité des 4 encore vivantes, mais ils avaient voulu quitter la participation ouvrière parce que les salariés n'en voulaient pas. Ils ne communiaient pas au truc, c'était pas leur truc, etc. Donc on a toujours connu une espèce de réticence pour justement ce que vous disiez quand c'est trop descendant. Et c'est pour répondre à votre question, actuellement pour créer une SAPO, il faut que ça soit quand même l'initiative d'un groupe de porteurs, mais quand c'est des gens qui veulent monter une structure participative, comme c'est le cas de Claude Lutin, comme c'est le cas d'Ambiance Bois, ils ont le choix entre coopérative, Scope ou SAPO. Donc là, quand ça vient à l'initiative d'un groupe qui veut avoir un mode de fonctionnement démocratique, la question ne se pose pas. Quand c'est un entrepreneur qui veut, qui a visité Ambiance Bois, qui a trouvé la lumière, qui m'a appelé, qui me dit « Ah, j'aimerais transformer ma boîte en SAPO » et qui commence par en parler à ses salariés qui se prend un râteau, on est pile poil dans la configuration descendante. Je ne peux pas imposer ces trucs-là à des gens qui n'en ont jamais entendu parler, qui ne sont pas dans cet environnement-là. Il faut quand même, on n'apprend rien, on est quand même dans une culture du verticalisme entrepreneurial. On a un intermédiaire entre le ciel et nous dans une entreprise quand même. Donc on est dans cette culture-là de la verticalité et beaucoup de salariés ont une méfiance dès qu'on leur propose de changer les schémas et les modes de fonctionnement. Quand on va leur dire on penserait que vous puissiez être associé aux décisions et que vous puissiez participer à prendre des décisions stratégiques, il y en a certains qui n'ont pas trop envie, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Donc, il y a plusieurs configurations. Quand c'est un groupe qui part sur une initiative et qui veut le faire avec une dynamique de type démocratique, pourquoi pas. Si c'est un employeur qui veut transformer ou faire évoluer son entreprise sous cette forme-là, ou qui veut la créer en engageant des gens dedans, alors il faut quand même savoir, c'est que chez Ambiance Bois et chez Claude Lutin, les gens postulent pour le boulot peut-être, mais pour la forme. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, dans les recrutements, les gens viennent bosser ici parce qu'on a ce mode de fonctionnement-là. Et généralement, ils s'y retrouvent. Chez Nova Construction, les recrutements sont aussi un peu sur cet aspect-là, la grosse entreprise de 870 dans le sud de la France. Moi, les salariés m'ont dit, ceux qui rentrent dans la boîte et pour lesquels ça ne colle pas, il reste pas beaucoup, mais généralement, maintenant, comme on commence à être connu en coin, les gens qui postulent sur les postes, c'est qu'ils ont envie de bosser de façon différente, etc. Donc, voilà, quand il y a un peu de notoriété autour d'Ambiance Bois, les gens qui viennent bosser chez Ambiance Bois, c'est parce qu'ils ont envie de bosser dans ce modèle-là. Donc, mais c'est une vraie question. Oui, moi j'ai un projet. Alors, vous me disiez ancien entrepreneur et peut-être encore entrepreneur, non pas encore, mais peut-être bientôt. J'ai envie de me marrer à monter une SAPO expérimentale. Mais je me dis, voilà, il faut que si un jour ou l'autre il y a du boulot dans cette boîte-là et qu'il faut créer une équipe salariée, il ne faudra pas qu'ils l'apprennent dans la presse qu'ils sont dans une SAPO, il faudra que je passe assez de temps à échanger avec eux, à répondre à leurs questions, à anticiper des choses, à leur donner de la doc, à préparer tout ça, puis leur dire, voilà, est-ce que tu es prêt à t'engager dans une aventure de rapports salariaux un peu différents? Attention, ça ne casse pas le malheureux lien de subordination qu'on a dans notre droit du travail, parce qu'on a ça. Mais le salarié, il y a quand même un lien de subordination juridique. Mais ça l'aménage. C'est-à-dire le salarié qui a le droit d'expression et le droit de participer aux décisions majeures de la boîte, il est plus 100% dans une subordination subie, quoi. Vous avez été responsable de Grand Ensemble? Non. Non, j'ai été gérant d'une coopérative d'activité, une autre, du même réseau que Grand Ensemble. Je me posais la question des scopes, on en entend plus parler, en tout cas on doit à peu près, à mon avis, tous connaître ici. Par contre, c'est vrai que la SAPO, on ne la connaît pas alors qu'elle est très ancienne. Vous
vous avez fait un comparatif entre le nombre de scopes en France pour comprendre, je dirais déjà, si la SCOP est ancrée en France pour pouvoir après passer vers une SAPO ou pas, voir déjà un peu l'attitude des salariés français par rapport à ce système-là. Les SCOP, on en a parlé, on a tous entendu parler de SCOP, d'accord? Est-ce que vous avez fait un comparatif SCOP? Il y a combien de SCOP en France qui fonctionnent par rapport aux 5 malheureuses SAPO? Et est-ce qu'une SCOP pourrait être intéressée par la SAPO, déjà, pour pouvoir s'appuyer, pour développer, puisque d'après ce que j'ai compris, vous indiquez que la SAPO est plus intéressante que la SCOP. D'un point de vue de participation. Oui, alors, moi j'ai jamais voulu faire un comparatif en valeur du style, savoir s'il y en a une qui était plus intéressante que l'autre. Je dirais que moi, ce que je dis à la CGSCOP depuis maintenant 12 ans, 13 ans, c'est que c'est 2 formules à mettre au catalogue, qui répondent à des configurations différentes. Les SIC, c'est les SIC qui se développent plus actuellement. Il y a quasiment plus de création de SIC que de SCOP. C'est 2600 SCOP en comptant les filiales et c'est 1200-1300 SIC, sachant que les SCOP existent depuis 1915, mais même avant, puisque c'est la loi de 1867 qui a été bricolée par les premiers créateurs de COP, et que la toute première initiative, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est plus cher en 31, 1800. Mais on appelait ça à l'époque les associations ouvrières. La SIC ne date que de 2001, donc depuis 2001 on a quand même pas mal progressé, alors que la SCOP, voilà, les URSCOP actuellement accompagnent autant, voire plus de projets de SIC que de SCOP. Parce que déjà, il y a un support. Il y a la revue participée, il y a le support des unions régionales des SCOP, il y a le support de la Confédération générale, il y a toute une logistique. Moi j'étais administrateur d'URSCOP, il y a toute une logistique autour des SCOP, tout un tas de moyens qu'il n'y a jamais eu pour les SAPO. Bon, déjà, première chose, il n'y a jamais eu d'agence de développement des SAPO. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Nous, on est 3 bénévoles à faire un peu de prêche, mais il n'y a toujours pas d'agence de développement des SAPO. Je dirais que j'ai travaillé avec un cabinet d'avocats en début d'année. Le seul cabinet d'avocats en France qui est sous forme coopérative, c'est une COP de loi de type loi 47, qui se trouve à Paris, qui accompagne les projets coopératifs. Voilà, c'est son équipe, c'est son cœur de cible. Ils accompagnent les projets coopératifs et ils m'ont clairement dit, après 1h30 d'échange autour des notions de SAPO et tout, alors avec des juristes, on allait très vite sur des questions techniques. Ils m'ont dit, ben, tiens, franchement, l'année dernière, on a accompagné, dans tous les projets coopératifs qu'on a accompagnés, il y en a 3 ou 4 parmi eux. Si on avait mieux connu la SAPO, ben, on leur aurait proposé de le faire sous sa forme de SAPO, parce que ça correspondait mieux. Donc, il y a toujours une possibilité, quand on fait une reprise de société en SCOP, on pourrait l'imaginer sous forme de SAPO. Je vais quand même soulever une question, et j'en profite. Quand on vend une entreprise d'ingénierie, qu'est-ce qu'on vend? On a un nature d'actifs. On vend beaucoup de l'incorporel. Incorporel qui a été, pour beaucoup, constitué par le savoir-faire des salariés. Donc une grosse partie de la valeur de la boîte est constituée de l'apport du savoir-faire des salariés. Quand on invite les salariés à racheter la boîte à l'entreprise à une certaine valeur qui est basée donc, sur cette valeur incorporelle, on fait quoi au juste? On demande à des salariés de racheter une valeur qu'ils ont partiellement constituée. Je vais vous dire franchement, vous m'invitez un après-midi à faire des gâteaux chez vous et à la fin vous me dites qu'il faut payer ta part, je crois que je pars sans gâteau, j'aurais rien payé. Mais il y a ce problème-là. Quand j'ai soulevé la question à la CGSCOP auprès de 2-3 responsables, entre autres l'ancien responsable de la formation, il m'a dit « Ah oui, ah, on n'avait pas vu ça, dis donc. » C'est bien l'expression que vous me donnez. Donc, il y a quand même ça, c'est-à-dire que dans certaines reprises, dans certaines transmissions d'entreprises d'ingénierie, la SAPO aurait autant, voire plus, sa place que la formule SCOP, mais ce qui présuppose, c'est que le cédant soit capable de reconnaître, d'accepter, de valoriser et de faire un geste sur la valeur de la boîte qui a été amenée par ses salariés. Et là, dans la culture actuelle de l'entrepreneuriat en France, avec le patron de milieu et tout le discours qui va avec dans les soirées d'entreprise, que ce soit en chambre de commerce
ou dans les soirées du MEDEF, on est loin du compte. Donc il y a un gros problème culturel à la base. Il faut quand même qu'un certain nombre de dirigeants prennent conscience et admettent qu'une grosse partie de la valeur de leur entreprise, surtout dans les entreprises de tertiaire, de forte valeur ajoutée, c'est leurs salariés qui l'ont développé. Et qu'au moment de la transmission, il faut peut-être enfin en tenir compte, parce que refaire une plus-value là-dessus, c'est discutable quand même. Donc voilà, il y a des vraies questions autour. Donc pour moi, la SAPO n'est pas mieux que la SCOP, et je l'ai jamais dit, mais dans certaines configurations, elle serait à mettre en comparaison avec les autres solutions. Et entre autres, dans la transmission, qui est quand même une question, alors ce qui tombe bien, c'est que les CCI commencent à s'y intéresser, et anecdote, celle des Hauts-de-France, pour la transmission, ils cherchent des outils nouveaux et supplémentaires à ce qu'ils utilisent déjà, aux outils de transmission qu'ils utilisent déjà et qui ont montré leurs limites. Et on a la chance aussi dans les Hauts-de-France d'avoir un directeur général de l'ORSCOP qui est aussi un très bon partisan de la SAPO. Donc il y a peut-être des choses à faire et mettre la SAPO au catalogue avec les autres. La question se pose aussi dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine et Alsace. Mais voilà, il y a des gens qui commencent à tendre l'oreille en se disant mais ouais, mais pourquoi pas cette forme-là, elle pourrait correspondre à certaines configurations. Bonsoir et merci pour votre exposé. Donc c'est vrai que moi personnellement, il y a une bonne partie au début où il y a des considérations juridiques, comptables, techniques, jusqu'à ce qu'on arrive justement à cette idée d'action de travail. Et ça reste encore flou dans la tête. En ce sens, évidemment, est-ce qu'il s'agit d'une donnée globale? C'est-à-dire, j'ai 10 salariés devant moi, je sais ce qu'ils donnent. Ou est-ce qu'il faut entrer dans une évaluation individuelle? Parce que c'est à la mode aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai 2 ou 3 services, je peux mesurer la productivité de chaque. Alors, par conséquent, évidemment, vous serez gentil de revenir sur cette question que je n'arrive pas à percer. Deuxièmement, évidemment, vous semblez dire dès le début, vous l'avez dit, à savoir pourquoi aller chercher des lois, sachant qu'on a des lois. Donc il faut aller puiser dans ce qu'ont fait les autres. Sauf qu'aujourd'hui, après 107 ans, est-ce qu'on a les outils, est-ce qu'on peut adapter les outils techniques, juridiques, culturels? Et là, par exemple, sur la question de l'adaptation culturelle, il semble qu'aujourd'hui, dans l'air du temps, c'est l'idée de l'individu. Je veux créer mon entreprise, l'auto-entrepreneur. Comment évidemment l'associer dans ce projet collectif? Ça veut dire qu'aujourd'hui, revisiter la SAPO, la remettre dans l'ordre des choses, est-ce qu'on doit tenir compte de ce contexte idéologique, culturel, etc. Parce qu'il ne me semble pas aussi facile de dire en fait on a des outils juridiques et on y va. C'est plus difficile pour nous. C'est-à-dire contextualiser et surtout la dimension culturelle de notre vécu entrepreneur. Espace individuel, espace collectif. Et je vais filer ma question s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une certaine, parce que vous avez titré votre exposé par démocratie du travail dans le travail, il me semble, et participation. Je retiens ces 2 mots-clés. Qui dit démocratie dit partage du pouvoir. Et qui dit participation, participation dans le capital. Donc, je finis par dire, est-ce que réellement la SAPO se veut une réconciliation de nouveau entre capital et travail? Est-ce que c'est une rupture? Et puis, évidemment, est-ce que c'est l'avenir de demain? J'en sais rien. Dans un contexte mondialiste, donc, dans un contexte de plus en plus individualisé. Donc, est-ce qu'évidemment, on prend l'outil de la loi 1907 et on revisite en disant que c'est possible? Il y a 107 ans. Merci. Pour revenir sur l'individualisme à travers, entre autres, le régime de l'auto-entrepreneur, il faut quand même se rappeler le battage médiatique qui a eu lieu en fin 2008, début 2009 pour mettre ce régime en place, et comment ça a été encensé depuis 2017 par l'ubérisation à tout crin qui est vantée comme créant de la richesse, etc. etc. Quand on regarde un petit peu les résultats des coopératives d'activité et d'emploi que je citais tout à l'heure, qui correspondent actuellement entre 7 et 8 000 salariés, on se rapproche des 8 000 salariés, entrepreneurs salariés. Moi, je me rappelle quand j'étais encore dans le réseau, on parlait d'un objectif à 10 ans de 20 000 entrepreneurs salariés. On plafonne à 8 000 actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a bien conscience, dans le monde des coopératives, on fait face, déjà dans le monde des coopératives, on fait face à
à cette ambiance généralisée, à ce discours, à ce récit, avec tous les outils qui sont à son service en termes de presse, etc., de l'individualisme poussé à tout crin, et de rabattre l'être humain sur un individu isolé et surtout consommateur un peu mécanisé avec sa carte bancaire. Donc, on pourrait se poser, moi, effectivement, de toute façon, qu'est-ce qui explique? Le mois dernier, j'ai fait une co-intervention avec Timothée Duverger, que certains connaissent peut-être, sociologue, prof d'éco à Sciences Po Bordeaux, qui est assez connu maintenant dans le monde de l'ESS, qui est un peu une des grandes voix actuelles de l'ESS. On a vu 2 visiteurs. Moi, je comptais sur la présence de Timothée Duverger pour voir tenter. On a eu 2 visiteurs à Bordeaux. Et il me dit, mais Roger, tu sais, les gens vont à des conférences où ils connaissent le thème. Hein. Donc déjà, la SAPO, pas connue. C'est miraculeux d'être 30 ce soir. Donc, je sais bien qu'on affronte un monde qui va dans l'autre sens, mais je vois aussi des gens qui bougent. J'entends des députés, j'entends un délégué ministériel, j'entends des responsables politiques, alors qui sont peut-être que dans l'incantation, mais qui parlent de plus en plus d'un meilleur partage au sein des entreprises. On a quand même parlé l'année dernière, enfin la LI, sur le partage de la valeur. Hein, d'ailleurs, 27 articles de la LI, Accord national interprofessionnel, pas un mot sur la SAPO. Hein. Alors que nous, les 2-3 militants de la SAPO, on est allé voir tous les négociateurs. Pas un mot sur la SAPO. Alors on a quand même réussi à faire passer, au moment du vote de la loi en juin et à l'Assemblée et en octobre au Sénat, on a quand même réussi à faire passer un amendement de légère modernisation de la SAPO. Hein, et là, on recommence pour le prochain train de loi qui est en train de se préparer. On a quand même un délégué ministériel qui en parle, on a quand même fait passer un article dans les Échos. Les Échos qui parlent de la SAPO. Bon, donc ça commence, si vous voulez, il y a quelques brèches à prendre, et je dirais que, oui, 2030, il n'y aura pas 4000 SAPO en France. Mais je dirais que s'il y a déjà 4000 personnes en France qui savent ce que c'est et qui pourraient s'y intéresser, moi j'ai gagné. C'est-à-dire que moi j'ai pas fait mon bouquin pour rien et j'ai réussi à filer le relais à l'autre. C'est ça le truc, c'est que pour l'instant ça sort de nulle part, c'est inconnu. Donc déjà, on est dans une culture inverse, 2, c'est pas connu, donc il y a plein de défis à relever. Je crois qu'après, il existe quand même un certain nombre de projets collectifs, dont, par exemple, ne serait-ce que le cabinet d'avocats que j'ai vu, là, qui est le seul cabinet d'avocats en France sous forme de coopérative, il y a 15 ans, c'était inimaginable. Il n'y en a qu'un, d'accord, mais il y a aussi un cabinet d'expertise comptable, maintenant même un deuxième, qui est sous forme coopérative. Donc, ça commence à bouger. Alors, c'est 2 sur le nombre de cabinets d'expertise comptable, c'est plus 0. C'est 0,000%, mais c'est plus 0. Donc, il y a quelques petites lignes qui commencent à bouger, et je dirais que si la SAPO correspond qu'à 1% de la dynamique économico-sociale de nos congénères, au moins qu'ils aient accès à l'information et que ce 1%-là puisse s'intéresser à le faire. Et puis si c'est 1 pour 1000, c'est 1 pour 1000. Je sais qu'on est sur des modèles dominants, je rêve pas. Je sais que les modèles dominants ont tout verrouillé, y compris la presse, je rêve pas. Mais on ne peut pas s'interdire de communiquer, de donner l'esprit de base. Et puis la SAPO mérite d'être élevée. C'est pour ça que là, on fait un travail actuellement à quelques-uns. Et sur le texte de loi donc codifié aux articles du Code de commerce actuellement, je fais un travail de proposition rédactionnelle pour faire évoluer quelques aspects de la SAPO. Entre autres, un des premiers trucs que nous a dit le délégué ministériel, il a dit que ce serait quand même bien de mettre autre chose qu'ouvrier. Pas parce que par dénigrement, mais parce qu'actuellement, ça va correspondre plus à des entreprises de cadres, d'ingénieurs, d'agents de maîtrise et tout ça. Donc, peut-être parler plus de sociétés à participation salariale. Pas de souci, il n'y a qu'à passer ça sur un amendement, et puis, etc. Donc on est en train de travailler sur ces questions-là. On est aussi en train de travailler sur... moi je travaille sur l'aspect, par exemple tout à l'heure je vous ai parlé de l'indivision. Pour moi la coopérative de manœuvre, c'est une indivision avant la loi de 1976. Donc j'ai la chance d'avoir travaillé sur cette loi aussi et sur ces travaux commentés. Je suis en train de forcer sur l'aspect indivisaire de la coopérative de manœuvre. Pourquoi? Parce que si on arrivait à faire reconnaître que c'est une indivision de plein droit, une indivision conventionnelle, si vous connaissez les CIGAL, Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne, elles ont utilisé la loi de 1976 pour faire de l'indivision conventionnelle d'investissement. Donc les salariés d'une SAPO pourraient avoir une espèce de CIGAL de reprise interne qui leur permettrait d'acheter des actions de capital, qui leur
qui, cumulés à leur région de travail, leur permettraient d'avoir le contrôle de l'entreprise quelques années après. Donc il y a des vraies modernisations à faire. Là, on a la chance quand même qu'un délégué ministériel qui, lors de 3 ou 4 interviews, je crois, a cité la SAPO, qui l'a cité en séance plénière au forum de New York devant plus de 500 personnes. Je dirais que je serais bête de ne pas prendre la balle au bon et de ne pas aller plus loin. Moi, mon but, c'est, sur les bouquins, actuellement, moi je suis perdant, mais 600 000, c'est bien, 602 000, c'est mieux. Mais c'est surtout s'ils circulent et si ça donne des idées à les gens. Et moi, actuellement, je traverse la France, je vais à droite à gauche, pour mettre la SAPO dans le paysage. Alors, le mouvement des scopes, on travaille de plus en plus ensemble, on échange de plus en plus, on essaye d'avoir maintenant de se coordonner pour passer ensemble. Enfin, il y a encore 5 ans, on m'a dit, mais tu sais, quand on veut parler de la SAPO, on n'a personne. Ah si, sauf toi. Tu me files ton agenda, on y va, on se trouve une date, enfin, allons-y, quoi. Donc moi, je suis assez preneur que la SAPO rentre dans le catalogue des formes juridiques que la CGSCOP puisse promouvoir. Et ça me semblerait, quelque part, le plus logique. J'ai une question, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est le collectif des salariés. Parce que selon les entreprises, en fait, les salariés, ça peut être très hétérogène et ça peut être très hiérarchique. Donc si on est dans une entreprise, j'imagine qu'il y a une certaine importance, vous allez avoir des ouvriers, des techniciens, des secrétaires, des cadres sup, et peut-être en plus des salariés qui ont des actions dans le capital. Est-ce que du coup, c'est pas ça qui peut aussi expliquer une certaine méfiance parce que tous les salariés n'auront pas forcément les mêmes intérêts. Est-ce qu'il n'y en aura pas qui pourront faire pression sur d'autres? Est-ce que donc c'est pas réservé à des entreprises peut-être avec moins de... pas trop de hiérarchie entre les salariés en fait, dans des entreprises peut-être plus petites, je sais pas. Oui, non, mais c'est une vraie question qui se pose, y compris dans la plus grosse SAPO que j'ai interviewée, où les salariés m'ont dit on a peur que dépasser un certain nombre, ça ne fonctionne plus. Alors, je dis écoutez, il faut quand même être conscient que dans ce genre de truc qui sort de nulle part, vous êtes en chantier permanent. Alors, rien n'est gagné, rien n'est établi définitivement, et il faudra savoir remettre l'ouvrage régulièrement à l'établi, quoi. Donc, j'aurais proposé quand même de se doter de quelques outils qui marchent bien dans la sociocratie pour justement gérer des nombres, de l'expression volumétrique quand même un peu bien, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain stade, ça devient compliqué. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure rapidement de la décision par consentement, moi j'en ai fait plusieurs, jusqu'à 20-25 personnes, ça ne marche pas trop mal. Déjà, ça marche pas très bien sur les questions clivantes, donc il ne faut pas essayer de résoudre un conflit avec ça. Mais au-dessus de 25, je ne suis pas sûr que la décision par consentement fonctionne. Donc après, il y a peut-être des choses à retravailler. On n'a pas de jurisprudence sur les SAPO. Quand je dis qu'on n'a pas de jurisprudence sur les SAPO, on a très peu d'historique de SAPO. Enfin, TAI-UTA marchait bien, mais moi j'ai lu le bouquin d'un des anciens responsables de TAI-UTA qui, dans tout son bouquin, évoque 2 ou 3 fois l'aspect participation des salariés. Ils avaient une espèce de culture sociale qui leur permettait un dialogue social à l'intérieur, mais ce n'était pas spécifiquement lié à leur nature de SAPO. Ça l'était peut-être tout au début en 1937, mais en 82, quand ils témoignent, ça s'était pas mal perdu. Donc, encore une fois, ça se cultive, et c'est ce qui m'a été dit dans les SAPO actuels, c'est un chantier permanent, c'est une dynamique qui se cultive. Vous pouvez regarder dans les grosses scopes, on a la même problématique dans les grosses scopes. Donc ça reste une problématique globale, donc oui, je ne suis pas sûr que ça marche chez Stellantis, SAPO chez Stellantis, je ne suis pas sûr, mais il y a pas mal, on a quand même un tissu de petites entreprises en France et de PME, enfin les grandes entreprises en nombre, c'est peanuts, hein, on a quand même un énorme tissu de PME, et tout à l'heure quand on parlait de la cogestion à l'allemande, c'est beaucoup d'entreprises, ce qu'on appelle chez nous les ETI et PME, qui sont sous cette forme-là, en Allemagne. Donc ça peut peut-être marcher dans des structures avec parfois peut-être un fonctionnement véritablement SAPO sur un site et un autre fonctionnement un peu SAPO sur un autre site, mais les 2 sites en même temps, j'ai pas de réponse, il y a tout à faire. C'est un vrai chantier ouvert. Et sur les premières SAPO qui vont se développer dans les années qui viennent, j'espère qu'il y en aura quand même quelques-unes à se développer, on n'aura pas d'exemple. On n'aura pas de référentiel, quoi. Ou très peu.
Donc oui, il y a des vraies questions là. Moi, il y aura des choses à faire, quoi. Il y aura des choses à imaginer, il y aura des tâtonnements et puis il y aura des échecs et des erreurs. Merci. Effectivement, moi, ce qui va m'intéresser, c'est bien sûr l'aspect juridique, les règles du jeu, mais derrière, c'est le fonctionnement, et j'ai vraiment cette impression que c'est culturel. Et donc, ce qui va m'intéresser, ça serait les outils culturels, en fait, qui sont déjà développés dans les scopes et qui pourraient s'appliquer dans la SAPO, avec les spécificités de la SAPO. Et quand je parle d'outils, c'est comment, en fait, on cultive un commun et la gestion de ce commun. Comment on gère les conflits, ce qui clive, et les différentes cultures, métiers, comment ça peut s'articuler au-delà des questions d'expression et de vote, quoi. Je pense qu'il y a vraiment cette régulation quasi au quotidien qui fait qu'il y a une cogestion, quoi. C'est pas juste une question de vote. Voilà. Donc c'est un peu en lien avec la permaculture dans d'autres domaines. Et j'aimerais savoir quel est le champ de recherche là-dessus, les outils, les ressources, voilà. On est à la lettre A, là, vous voyez, et déjà, il y a le fait de remettre ce truc-là dans le paysage. Ensuite, les questions de conflit, gestion de conflit, et les gestions de conflit et par exemple, tout à l'heure, vous disiez quand il y a beaucoup de niveaux hiérarchiques. Sur les entreprises que j'ai rencontrées, il n'y a pas des tonnes de niveaux hiérarchiques parce que 70 salariés, je ne vais pas demander combien il y avait de niveaux hiérarchiques, mais bon, c'est une question qui va se retravailler parce qu'eux, ils commencent à avoir peur justement de leur évolution du nombre là. Mais pour la gestion de conflits dans les coopératives, je veux dire que franchement, moi j'en ai géré dans les coopératives où j'étais, on a eu des conflits de gérance. On ne fait pas mieux que dans les entreprises, voire c'est plus compliqué. Parce que dans une entreprise, quand on peut dégager, et malheureusement dans le système capitaliste, on attribue le pouvoir au fric. Mais quand il y a quelqu'un qui a 51%, il a 51%. Dans une société, dans une coopérative, où moi j'avais 20 fois ou 30 fois la mise financière sur la coopérative que mes associés, je me suis fait rappeler par mes associés, mais tu sais, on a une droit de vote, hein. Une personne égale un vote. Tu permettra de vivre différemment en fonction de ce qu'on a investi. Mais c'est vrai, on a un droit de vote. J'ai connu des scopes dont les deux gérants se neutralisaient mutuellement pour bloquer les décisions de l'autre. Donc on arrive, et ici en cogérance, et on arrive à des situations, tu dis blanc, je dis noir, tu dis blanc, je dis noir, tu dis blanc, je dis noir, tu changes d'avis parce que t'en as marre, tu veux dire noir comme moi, là oui, mais moi ce qui m'intéresse c'est de dire blanc. Parce que le but, c'est pas de trouver une solution, le but c'est de te montrer que tu dégages. Donc c'est malheureusement, et c'est le cas d'un certain nombre de coopératives, et on ne fait pas mieux que dans d'autres entreprises, sauf que dans des entreprises traditionnelles, on va passer un CA, on va passer une assemblée générale, on va faire voter, et c'est le capital qui va parler, enfin c'est la répartition du capital qui va parler. Dans des assemblées, moi par exemple dans les scopes, décision difficile à prendre, je me suis toujours débrouillé dans les scopes où j'étais en responsabilité, qu'on soit un nombre impair d'associés. Décision à prendre, un nombre impair. Eh bien, sur une décision la plus dure, la plus compliquée, avec le plus de risques, j'en ai une qui s'abstient. Et 3 pour, 3 contre. Donc, je n'avais pas trouvé la solution. Alors, je pense qu'il faut quand même remettre, et je le mets dans mon bouquin, un truc, c'est qu'on a un peu perdu dans notre culture française les véritables piliers de la démocratie, qui sont l'agora, l'Assemblée générale, le vote et le tirage au sort. Et dans le tirage au sort, quand une décision est clivante et qu'on tombe à 50-50, on remet tous les votes dans un chapeau, on secoue, on ferme le haut du chapeau, on glisse la main, on sort un bulletin et c'est le sort qui fera pencher la décision. Et là, sur une décision comme ça, on ne pourra pas mettre un prénom sur un coupable. On ne pourra pas dire « Ah bah oui, mais c'est Janine qui a changé la vie au dernier moment », on ne pourra pas dire « C'est Jean-Louis qui est passé dans le camp ». Non, c'est le tirage au sort. Je l'ai mis en place dans des associations, le tirage au sort. Et en plus, le tirage au sort, par exemple, dans les nominations de représentants des salariés d'une SCMO, au conseil d'administration, on peut tout à fait travailler le vote pour 2, par exemple, quand il y a 3 représentants, on peut travailler le vote pour 2 des 3 et décider de tirer le 3e au sort. Donc, il y a des solutions quand c'est le sort qui détermine le choix final, oui, il n'y a pas de coupable, il ne peut pas y avoir de coupable.
Donc il n'y a pas de solution toute faite. Dans les COP, actuellement, il y a encore des vraies questions là-dessus. Donc oui, on traîne ce problème-là. Et comme vous disiez, c'est un chantier permanent. C'est-à-dire c'est des choses qui sont... Et puis ce que j'ai remarqué, pour l'avoir vécu ça en monde coopératif et en monde associatif, c'est que donner la parole, c'est bien. Et je suis partisan, je me bats pour. Mais on n'a pas toujours le meilleur qui arrive en premier dans l'expression. C'est-à-dire que ce qui me passe par la tête, l'ânerie que j'avais envie de foutre en débat depuis des années, tac, j'en profite, on me donne la parole, je vais sortir. C'est une école, ça s'apprend, c'est ce que je dis moi dans le développement là, des transmissions sous forme par exemple sous forme de SAPO. C'est que si on se donne un laps de temps pour apprendre aux gens à participer aux organes de décision, aux instances de décision et à prendre des décisions stratégiques de la boîte, les premières fois, ça risque d'être hasardeux, les premières fois ça peut être chaud. Et puis au fur et à mesure, les hommes et les femmes qui vont être là vont vraiment de plus en plus maîtriser les tenants et les aboutissants, et je peux vous dire que ceux là qui siègent dans les boîtes que je vous ai citées, ceux qui siègent dans les conseils d'administration et qui participent aux décisions, on ne leur apprend plus grand chose sur la boîte, hein, ça va, ils savent, ils connaissent, ils maîtrisent, ils pratiquent, quoi. Et d'ailleurs ils s'organisent pour qu'il y ait des roulements, que ça... Oui, ça marche, voilà. Oui, moi je voudrais revenir sur une question un peu plus générale. Vous avez parlé des obstacles à la création, de l'institutionnalisation carrément des SAPO. Vous dites, par exemple, bon, la loi est ignorée. Enfin, si elle est ignorée, c'est parce qu'on ne veut pas la connaître, puisqu'après tout, elle est, n'est-ce pas, dans la législation. Bien. Vous dites ensuite, eh bien, c'est parce qu'il y a une question de culture, surtout en France. Vous parlez effectivement de cette culture de la verticalité, on connaît bien ça, hein. Bon, d'accord, certes. Mais quand je vous ai lu, j'ai vu qu'à un certain moment, vous dites quand même autre chose. Vous dites, après tout, vous citez un rapport de l'Oxfam, où vous dites, bah, après tout, il y a si je fais ça de mémoire, hein, 2100 milliardaires dans le monde qui ont en fortune l'équivalent de 60% de la population mondiale. Et vous insistez sur cet aspect aussi qui est autre chose, à ces rapports entre les riches et les plus pauvres, disons, bien un rapport, disons, on peut dire un rapport de force, ils n'ont pas intérêt à avoir effectivement une SAPO. Donc pose la question, effectivement, ici peut-être d'une intervention politique, d'une intervention de l'État. D'ailleurs, puisque je vous ai lu, je le sais grâce à vous, hein, eh bien, la loi de 1917 est dans le fond tout le résultat de tout un processus politique. Vous citez le nombre de propositions qu'il y a eu, eh bien, dont d'ailleurs Daniel Loire, puisque René Goblet a lui-même proposé effectivement ça. Puis je rappelle qu'on avait parfois l'occasion d'en parler, que Jules Barny était un défenseur de l'associationnisme, ce qu'on appelait l'associationnisme, qui était un mouvement assez important. Il y avait donc un mouvement politique, une intervention de l'État. Bien, or, qu'en est-il? Pourquoi effectivement l'État ne peut-il pas faire de la SAPO un projet, ou des partis politiques, hein? Bon, bah, je crois qu'avec le ministre des Finances actuel, c'est pas gagné. Il y a un problème politique. Oui, bah, il est en poste depuis 7 ans, il n'est pas là pour rien, il n'est pas là surtout pour... Enfin, il n'est pas là franchement pour l'intérêt général, apparemment. Mais plusieurs présidents, puisque dans la lignée de la pensée sociale gaulienne, il y a eu un certain nombre des successeurs de Charles de Gaulle qui se sont prononcés sur une meilleure répartition, de la richesse dans les entreprises, etc. On a quand même un président qui a parlé des 3 tiers. Hein, les bénéfices d'une entreprise devraient être découpés en 3, un tiers pour le réinvestissement, un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les salariés. C'est en 2009, vous voyez quel président il était question. Je pense que quelque part, on a des postures d'incantation. On a un certain nombre d'incantations politiques, mais qui ne vont pas au bout, parce que derrière, il y a toute une machinerie, toute une nomenclature d'acteurs qui ne prennent pas le relais, qui ne veulent pas prendre le relais, ou qui sont là et qui défendent effectivement un schéma qui n'est pas du tout ouvert à ça. Et même les formes coopératives qui sont quand même plus répandues. Moi, quand j'ai géré les coopératives, on m'invitait dans des soirées d'entreprise, donc consulaires ou de comités de développement économique, et on me disait, oh, bah, tu auras 10 minutes en fin de soirée là, pour présenter ton truc. Là.
ton truc là, la coopérative, ton truc là. Donc, je sais bien, ce monde-là, je l'ai vécu, je l'ai affronté, je m'y suis confronté, etc. J'ai fait ricaner parfois quand j'avais parlé des coopératives en chambre de commerce ou en soirée patronale. Et donc, oui, il y a tout un tas de rouages qui ne sont pas ouverts à ça. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques trucs qui bougent à droite à gauche, et ne serait-ce que pour cela, il faut qu'on travaille les outils, il faut qu'on se donne plus d'outils, il faut qu'on se modernise les outils. Il y avait encore un débat il n'y a pas longtemps là, dans les forums ESS sur faire évoluer nos structures, et la ministre déléguée Olivia Grégoire a parlé de faire une hybridation entre les formes juridiques traditionnelles, commerciales et les formes coopératives. J'avais tendance, je lui ai envoyé un petit message en lui disant il y a des choses à travailler de ce côté-là. Donc oui, il y a des petites brèches à prendre, mais je sais bien que la grosse vague, elle est face à nous, oui, tout à fait, oui. Alors moi j'ai juste une petite demande ou remarque, on va dire. Moi ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre dans le monde, coopératif, les différentes structures juridiques qui existent. On a parlé tout à l'heure des SCOP, différents types de coopératives, SAPO. Ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre les points forts comme les points faibles de la SAPO par rapport aux autres possibilités. Et je pense que, comme vous disiez, on parlait par rapport au capital, mais d'après ce que j'ai compris, les outils qui existent aujourd'hui et le système de fonctionnement de la SAPO s'intéresserait plutôt à des plus petites entreprises. Mais ça peut quand même fonctionner à partir du moment où ceux qui veulent aussi créer de nouvelles entreprises, d'accord, soient au courant des différentes possibilités, des points forts, des points faibles, si j'ose dire. Et autant je n'irai pas vers le MEDEF, autant j'irai vers les écoles de commerce, autant j'irai vers tous les jeunes qui ont envie de créer des associations, des nouvelles entreprises, etc., pour leur montrer tous les avantages de la SAPO par rapport aux autres. Et voilà, donc ma question en premier, c'est, vous avez la SAPO, la SCOP à côté, est-ce que vous pouvez me donner les avantages, pas uniquement de la SCOP, mais dans le monde social et solidaire, les différentes, oui, ça c'est ce que vous avez dit entre SCOP et SAPO, mais il y a d'autres structures, il n'y a que 2 structures. Non. Je n'y connais pas. Oui. Pour que je puisse bien comprendre. C'est bien compris entre la SCOP et la SAPO. Oui. Alors le monde coopératif est un petit peu éclaté entre 9 grandes familles. Il y a la coopération artisanale, comme son nom l'indique, ça concerne des artisans qui vont se regrouper, donc chaque artisan est immatriculé en tant qu'artisan, soit entrepreneur individuel, soit en société, et peut grouper son entreprise artisanale dans une structure qui est souvent une espèce de structure de moyens, une coopérative de moyens. Il y a des grosses structures de coopération artisanale sur l'ouest de la France. Il faut savoir que la grande région Hauts-de-France, il y a 4 coopératives d'artisans. Et on a 135 fédérés au sein de la FFCGA, et on a 300 au total des coopératives d'artisans, 4 en Hauts-de-France. Donc quand j'ai bossé 1 an et demi à la Chambre des métiers, j'aurais proposé de monter un système d'ingénierie pour faire du développement de coopératives artisanales, ils n'ont pas donné suite. Alors qu'il y avait des demandes de terrain, il y avait des artisans qui souhaitaient se regrouper à plusieurs pour travailler des showrooms communs, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a la coopération artisanale, il y a la coopération commerciale. Ce qu'on appelle la coopération commerciale, c'est la coopération de l'enseigne. Jouet Club, Optique 2000, Chris, etc. Chaque magasin est un magasin, entreprise, société commerciale ou entrepreneur indépendant, mais ils sont fédérés au sein d'une centrale d'achat, d'une centrale de moyens, qui elle est gérée comme une coopérative, c'est-à-dire que chaque patron, dirigeant d'un magasin Chris, par exemple, est associé coopératif de la centrale, avec le principe un associé gagne un vote. Et Leclerc sont comme ça. Biocop aussi. Biocop, oui, alors Biocop, il y a plusieurs choses. Biocop, il y a plusieurs choses. Il y a des coopératives de commerce, mais il y a aussi des Biocop qui sont montés sous format de coopérative de consommation, qui est encore une autre filière. La coopérative de consommation, il y a la FNCC, Fédération Nationale de la Coopération de Consommation, qui a un pied dans l'eau, voire 2, depuis les années 70, et ça s'est empiré dans les années 80. Ça a commencé déjà à se déstructurer dès les années 30, mais donc la coopération de consommation, il y avait Cop Alsace,
Copalsace qui a fini dans un scandale financier phénoménal parce que son encadrement s'est servi sans compter. Et voilà, donc il reste très très peu de coopératives de consommation. Ici dans le Nord, on a Super Quinquin qui relance un peu le phénomène du magasin coopératif. À Lille et à la Louve à Paris. Enfin, il y a différentes coopératives de consommation qui se sont développées, mais c'est vrai que le schéma est un peu faible. Après, il y a la coopérative maritime, il y a la coopérative d'habitat. Donc tout ça, c'est des familles. Vous voyez, c'est des familles. Pourquoi? Parce que les principes de la coopération, je vais quand même les dire, c'est il y a deux questions qui se posent pour coopérer. C'est avec qui on va coopérer, donc quelle va être la nature des coopérateurs, et deuxième chose, coopérer, pourquoi faire? Et ce qui a fait les familles coopératives. Il y a 23 000, dans tout ce que je viens de vous raconter, il y a 23 000 coopératives en France, avec 1 200 000 salariés. Mais, et dans les coopératives, il y a celles qu'on connaît, c'est les coopératives bancaires, les coopératives financières, les banques coopératives. Et voilà, c'est un peu éclaté. Alors il y a une structure de tutelle qui s'appelle COP.fr, qui se trouve à Paris, qui d'ailleurs héberge dans ses murs la COP de Conso, tellement la COP de Conso a plus de moyens. Et la COP d'artisans, ils ont un petit bureau Rikiki dans le 18e arrondissement, rue d'Ormois, pour gérer les 135 ou 136 coopératives qui sont affiliées au niveau national. Donc vous voyez, en fonction de ce qu'on fait, et la coopération de travail, c'est typiquement la SCOP et la SIC, ça peut être la SAPO avec quelques variantes. Alors comment situer quel serait un avantage? Il y a quand même une différence qui est notoire, c'est que dans une SCOP, pour devenir associé, il faut que je fasse un geste, je vais mettre plusieurs guillemets, capitaliste, c'est-à-dire qu'il faut que j'achète des actions au départ, pour devenir associé d'une SCOP et acquérir à travers ça le droit de parole. Quand je suis salarié d'une SCOP, si je ne suis pas associé, je n'ai pas foncièrement le droit de parole. Alors que dans une SAPO, dès que je suis salarié depuis 1 an dans l'entreprise, j'ai foncièrement le droit de parole, pas directement, mais par l'intermédiaire de leur premier représentant. C'est la première grosse différence. La deuxième, c'est que le taux de sociétariat actuellement des SCOP, c'est 69%, ce qui signifie qu'il y a 31% des salariés SCOP qui ne sont pas associés. Alors que dans les SAPO, ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté ne sont pas normalement dans la CSMO, mais il y a des SAPO qui les intègrent déjà dans la coopérative de main-d'œuvre. Et tous les salariés sont intégrés dans la dynamique de partie prenante de la société dans une SAPO. C'est les deux principales. Et je crois que c'est idéologiquement ce qui fait encore plus la différence, c'est que le travail en tant que tel représente des actions de travail qui sont notées dans les statuts. Et ça, aucune autre forme juridique ne fait apparaître la valeur travail dans ces aspects statutaires. Et c'est vraiment un point idéologique. Et la SIC? La SIC, non. La SIC, il y a un but capital. C'est aussi une notion de capital. Oui, et dans la SIC, il y a des parts de capital, il y a des actions. Donc la SIC, c'est un peu comme la SCOP. Oui. On va participer à avoir parole dans l'entreprise, il faut acheter du capital. Oui. Mais dans la SIC, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est la multiplicité des collèges. C'est la première. Alors, la loi de 1947 permet l'intercoopération, c'est-à-dire on peut coopérer des acteurs de différentes natures dans une COP de loi 47, pardon, une COP de loi 47. Et la SIC l'a vraiment formalisé, donc il y a une création de collèges dans les SIC. Et la SIC est la forme juridique qui a permis d'ouvrir un collège pour les instances publiques. Et au début, les instances publiques, ça ne mouillait pas trop, et là maintenant, il y a de plus en plus de sites dans lesquels il y a des instances publiques qui sont associées. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir peut-être leur placer un, mais bien sûr, remercier de nouveau Merci. Je précise que beaucoup de réponses aux questions qui ont été posées se trouvent dans le livre, notamment la comparaison entre la SCOP et puis la SAPO. Il y a une comparaison systématique qui est faite dans le livre. Je le signale pour ceux qui souhaitent acheter le livre et donc avoir plus d'informations. Voilà, je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée et vous rappelle que la prochaine rencontre, c'est donc le 9 mai. Voilà. Le 7 mai. Le 7 mai. Le 16 mai. Oui, c'est pas marrant. À la Maison du Théâtre. Ne vous trompez pas. Maison du Théâtre. Voilà. Merci, M. Dabu. Merci d'être venu. On était assez nombreux ce soir. Merci.